Si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas à m'arrêter surtout parce que moi je vais vous présenter la semaine 1 et la semaine 2 et après vous aurez un autre cours, je serai là que pendant 1 heure et après vous aurez un autre cours pour la semaine 3 et la semaine 4. Du coup, si vous avez une question, si vous voulez que je revienne, si vous trouvez que je vais trop vite, n'hésitez pas à me le dire et puis surtout si jamais vous m'entendez pas aussi, je sais pas, j'espère que vous m'entendez bien et que vous me voyez bien aussi. Sinon, n'hésitez pas à me le dire aussi, je m'arrêterai ou je reprendrai, il n'y a pas de souci. Du coup, vous voyez bien le diapo? Ouais, parfait, ok. Je vous ai fait un petit sommaire, donc bon, on va voir la semaine 1, puis la semaine 2. Et ensuite, on fera les QCM. Je vous ai préparé 2 petits QCM, donc un pour chaque semaine. Et puis après, vous aurez encore des QCM sur semaine 3 et semaine 4 à la deuxième heure. Enfin, je sais pas, vous voyez bien la diapo? Parce que dans le chat, on dit que quelqu'un ne voit pas la diapo. Normalement, c'est bon, il y a écrit que tout le monde peut voir la diapo, hein. Bon, vous me le dites, hein, sinon je reviendrai en arrière. Du coup, on va commencer puisqu'il faut que j'ai pris un peu de retard. En plus, on arrive en retard. Donc, on va voir d'abord les événements essentiels qui se passent dans la première semaine, autant du côté maternel que du côté de l'œuf. Donc, du côté maternel, on n'a d'abord aucun signe de grossesse et on ne peut pas faire de diagnostic de grossesse puisque l'œuf il s'est toujours pas implanté. Donc, du côté maternel, ça correspond du jour 15 au jour 21 du cycle menstruel. C'est important vraiment d'arriver à discerner les jours du cycle menstruel, les jours de la mère, enfin du côté maternel, et les jours du côté de l'œuf. Du coup, pour du côté de l'œuf, il y a 3 événements importants qui se passent. D'abord, on a la segmentation de l'œuf. Donc, on passe d'un stade de 2 cellules jusqu'au stade de blastocyste, où il y a 100 à 200 cellules, mais on y reviendra un peu plus tard. En parallèle de ça, on a la migration tubaire, qui se fait du coup en parallèle de la segmentation. Cette migration, c'est le moment où l'œuf passe du tiers externe de la trompe, là où il y a la fécondation, jusqu'à ce qu'il arrive à la cavité utérine, ça se passe vers jour 5. Et enfin, on a le début de l'implantation qui arrive vers jour 6. N'hésitez pas si je vais trop vite ou quoi, bien sûr, hein, parce que je ne me rends pas compte. Alors, en premier, on va s'arrêter sur la segmentation. Donc, je vous ai mis la définition, elle est importante à connaître. Donc, c'est une série de divisions successives qui permet la formation de cellules de plus en plus petites et qui vont permettre la formation du blastocyste. Alors, ouais, si jamais vous voulez recopier la définition, je sais pas, je pense que vous avez les cours, mais si jamais vous voulez, vous me dites, si jamais je vais trop vite et que vous voulez revenir en arrière parce que vous n'avez pas le temps de copier ou quoi que ce soit, vous me dites. Les caractéristiques de la segmentation. Alors, il y en a plusieurs. On a d'abord la multiplication des cellules, puisque on passe d'un stade 2, où il y a deux cellules, jusqu'au stade de blastocyste. On a aussi une apparition des territoires présomptifs. Donc, c'est-à-dire que dans le blastocyste, on va avoir à un moment donné, vous verrez, des 2 territoires qui vont apparaître et qui vont être déterminés, c'est-à-dire qu'ils vont évoluer dans une seule voie. On a aussi un asynchronisme des divisions. Donc, c'est-à-dire que chaque cellule évolue, on va dire, indépendamment. On va avoir 2 cellules, puis 3, puis 4. C'est pas toujours 2, 4, 6. Et on aura surtout, le plus important, c'est la persistance de la zone pellucide. Cette zone pellucide, elle est extrêmement importante puisque c'est elle qui permet d'assurer la cohésion des divisions des cellules et elle permet aussi d'empêcher l'œuf d'adhérer pendant qu'il migre à la paroi tubaire. Donc cette zone pellucide, elle est très importante. Vous verrez. Oui, alors les territoires présomptifs, on les verra un peu après. En fait, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'est le trophoblaste et la masse cellulaire interne. Donc c'est juste qu'ils vont apparaître et ils vont vraiment évoluer que dans une seule voie. Ça veut dire ça en fait, territoires présomptifs. Ils sont déterminés, ils sont engagés dans une voie de différenciation particulièrement, on les verra un peu après. Et du coup, la zone pellucide, elle reste jusqu'à jour 5 et après, vous verrez, à jour 6, on en reparlera, mais elle disparaîtra pour pouvoir permettre à l'œuf ensuite de s'implanter. Donc, je vous ai mis un petit tableau, c'est un peu long à passer, voilà. Je vous ai mis un petit tableau pour vous résumer les 4 premiers jours. Le jour 5, il aura un jour spécialement pour lui, parce que c'est le plus important. Donc, du coup, on voit qu'on passe de 2 blastomères, puis 4, puis 8, et le jour 4, c'est le stade de morula. Donc, on l'appelle comme ça parce qu'il passe à 30 blastomères. Et en fait, il a un peu l'apparence d'une mûre, si vous voulez. C'est un moyen un peu mémotechnique, si vous voulez retenir ça.
On voit bien que pendant ces 4 jours, la zone pellucide est toujours présente. Et ce qu'il faut bien retenir, c'est que les cellules, elles vont diminuer de taille, mais elles ne vont pas changer morphologiquement. Il ne va pas y en avoir une qui va être énorme et l'autre qui va être très petite. C'est vraiment, elles vont toujours avoir la même taille, elles vont toujours avoir la même morphologie, mais pas la même taille. Ouais, je vais passer. C'est bon, il y en a qui arrivent. Si jamais les gens qui arrivent en ce moment, vous voulez que je reprenne un peu, dites-moi. On est au tout début, donc ça va. Je vous ai mis ici une petite photo, donc ça va, elle apparaît bien. C'est juste pour vous montrer bien à quoi ressemble le blastocyste, parce que c'est un peu le plus, c'est vraiment le plus difficile, on va dire, à voir à quoi il ressemble. Donc on voit bien autour, c'est ça les territoires présentifs, on voit autour les cellules qui sont en périphérie, c'est le futur trophoblaste. Et on a les cellules à l'intérieur, qui sont regroupées à un pôle, c'est la masse cellulaire interne. Donc on va les voir bien en détail après, mais c'était juste pour que vous puissiez bien visualiser un peu à quoi ils ressemblent, parce que c'est le plus important. Du coup, ce fameux stade blastocyste, à jour 5, on va le voir un peu plus en détail, puisque c'est là où il se passe le plus de choses. Donc déjà, pour passer du stade morula au stade de blastocyste, ça s'appelle la compaction. C'est un terme, c'est important à savoir. Donc c'est lui, le passage entre les deux stades a un nom particulier. Ce stade, je vous rappelle encore, qui contient 100 à 200 cellules. Et là, on va arriver du coup aux cellules en périphérie. Donc c'est le futur trophoblaste. Ce trophoblaste, du coup, comment il se forme les cellules en périphérie? En fait, elles font des jonctions entre elles, et c'est comme ça que se forme le trophoblaste, du coup. Et à l'intérieur, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir l'apparition de la cavité de segmentation. Alors, la zone pellucide, alors pour vous expliquer un peu, on va dire que c'est une sorte de membrane qui entoure l'œuf, en fait. Alors que les territoires présomptifs, c'est à l'intérieur de l'œuf. Donc, sur l'image ici, vous voyez bien que la zone pellucide, ici, on ne la voit pas vraiment. On ne la voit pas, elle est autour, en fait, c'est une membrane. Alors que les territoires présomptifs, c'est les cellules à l'intérieur, la masse cellulaire, vous voyez, à l'intérieur, et les cellules autour, qui sont du coup c'est le trophoblast. Et à l'intérieur, les cellules qui sont regroupées à un pôle, c'est la masse cellulaire interne. C'est la masse cellulaire interne et le trophoblast, c'est les territoires présomptifs, et la zone pellucide, pour représenter, c'est une membrane qui entoure l'œuf, qui le protège. Exactement, ouais, la compaction, c'est ça. C'est ce qui se passe entre jour 4 et jour 5 pour passer de morula à blastocyste. Et du coup, pour revenir, ouais, alors il va y apparaître la cavité de segmentation au stade de blastocyste. Il va y avoir une cavité de segmentation à l'intérieur de l'œuf qui va pousser en fait toutes les cellules internes sur un pôle. Et du coup, cet amas de cellules qu'on a vu, c'est la masse cellulaire interne. Et c'est comme ça, du coup, qu'elle se forme, puisqu'avec la cavité de segmentation qui apparaît à l'intérieur. Alors, compaction avec la propulsion, non. Non, c'est juste le nom qu'ils ont donné, qui passe de jour 4. Enfin, c'est qui passe de jour 4 à jour 5. Mais je vois pas pourquoi ce serait une propulsion. Donc, pour un peu résumer ça, le blastocyste, il est formé du coup les cellules en périphérie. Le trophoblast, du coup, c'est le futur placenta. Et la masse cellulaire interne, à l'intérieur, qui est un pôle de l'œuf, c'est le futur embryon. Donc, en fait, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est ces deux termes-là et ce qu'ils vont donner au final. Même si vous le verrez plus dans les semaines 3 et 4, comment ils vont bien évoluer pour former le placenta et l'embryon. C'est important dès le début de bien cerner qui est qui, parce que si dès le début vous comprenez pas bien qui a quel rôle, ça va être compliqué pour la suite. C'est pour ça que j'insiste bien et je prends mon temps aussi, parce que c'est la base en fait. Sinon vous ne comprenez pas la suite et ce serait dommage de se perdre. Alors que l'embryo, en plus, vous en souvenez, mais c'est pas très compliqué l'embryo, c'est là souvent on a les points, parce que c'est plus du par cœur, et c'est plus à comprendre les liens entre eux, mais c'est pas très compliqué. Donc même si la semaine 4 c'est la plus dure, je pense que, je sais pas si vous en souvenez, mais vous verrez après la semaine 4 c'est la plus dure. C'est important de bien cerner les bases, c'est pour ça que je prends mon temps, et je pense que ça peut bien vous aider aussi pour la suite, pour bien réussir le concours à la fin. Du coup, on va bien voir là la migration tubaire aussi.
parce qu'elle permet le passage du tiers externe de la trompe vers la cavité utérine pour l'implantation. Donc c'est la deuxième étape. Cette migration tubaire, on peut la séparer en deux périodes. Donc d'abord, on a les 3 premiers jours où la migration elle est lente et discontinue. Et à partir du jour 4, on aura une migration qui sera beaucoup plus rapide, puisque à jour 5, l'œuf il doit absolument être arrivé dans la cavité utérine, puisqu'à jour 6, après, il faut qu'il passe, du coup, il faut qu'il s'implante. Donc c'est très important qu'après, ça aille plus vite. Il y a 3 facteurs de propulsion qui permettent ça. Donc on a d'abord le battement des cils de la muqueuse tubaire. Donc il y a des cils dans la paroi des trompes qui vont permettre à l'œuf d'avancer. On a également la circulation du liquide tubaire qui va évidemment dans le même sens que les cils. Et on a enfin, ce qui est le plus important, c'est la contraction des fibres musculaires lisses de la paroi tubaire. C'est ce qui est le plus important, même si évidemment le reste l'est aussi. Il faut bien retenir qu'il y a cette contraction qui existe. Et c'est pendant cette migration qu'on va avoir le plus de risques de grossesse extra-utérine, notamment si la lumière tubaire n'est pas libre. Donc on le reverra un peu après, je vous en reparlerai. Mais c'est vrai que pendant la migration, évidemment, c'est là où il y a plus de risques que l'œuf se coince ou qu'il arrête. Et en fait, lui, il va continuer à se segmenter, il va continuer à évoluer jusqu'à ce qu'il s'implante. Et du coup, après, il s'implante dans la trompe. Et du coup, bah, c'est pas bon, quoi. C'est le risque de grossesse extra-utérine. Et je vous en reparlerai un peu mieux après pour voir les risques et les causes notamment. Pendant toute cette migration, on va avoir de nombreux échanges entre la mère et l'œuf. Donc d'abord quand il est dans la trompe, quand il est en train de migrer dans la trompe, ce sera avec le liquide tubaire, parce que l'œuf il est vraiment baigné dans ce liquide, et ce liquide sera riche en glucose. Ce liquide... Ah non, pardon. Non, pardon. C'est après. C'est quand il arrive dans la cavité utérine. Là, il va y avoir ce qui va le nourrir, ce sera les sécrétions utérines, et celles-ci sont riches en glucose, puisque l'œuf, il a des besoins nutritifs qui sont de plus en plus importants, puisque lui, il grandit, il a besoin de plus en plus de choses. D'ailleurs, à jour 6, les besoins nutritifs du blastocyste, ils sont tellement importants que c'est une nécessité vitale qu'il s'implante, parce que sinon il sera éliminé, il pourra pas continuer à se développer. Donc c'est pour ça que, comme vous l'avez dit juste avant, à partir de jour 4, la migration va beaucoup plus rapidement puisque c'est nécessaire qu'à jour 5 et puis finalement à jour 6, l'œuf soit dans la cavité utérine pour pouvoir s'implanter et du coup se nourrir, etc. Du coup, l'implantation. Encore une fois, je vous ai mis une petite définition. Bon, c'est toujours bien de les connaître, même s'ils aiment bien piéger plutôt sur les différents termes. Donc, je vous avais dit les trophoblastes, le masse cellulaire interne, c'est vraiment ce qu'ils aiment bien piéger là-dessus. Je vous en reparlerai un peu quand on fera les QCM, de ce qui peut tomber comme piège. Mais c'est toujours bien de connaître, de savoir vraiment de quoi on parle, puisque ça peut quand même tomber. Il peut y avoir des petits pièges comme ça, vous mettez des fausses définitions, quoi, on ne sait jamais. Donc, il vaut bien savoir de quoi on parle à chaque fois. Donc l'implantation, ce sont les différentes étapes qui permettent la pénétration complète de l'œuf dans l'endomètre. Donc évidemment, on va voir tout ça. Pour qu'il s'implante correctement l'œuf, il y a plusieurs conditions à réunir. Donc, évidemment, il doit se trouver dans la cavité utérine, mais il doit surtout être au contact d'un endomètre réceptif. Alors, cet endomètre réceptif, on le verra après parce que je vous détaillerai bien toutes les étapes de l'endomètre, comment il se prépare à recevoir l'œuf. Mais il faut savoir qu'il sera vraiment réceptif pendant la fenêtre d'implantation qui dure de jour 20 à jour 23, donc du cycle menstruel. Donc vous voyez que c'est assez court, c'est une courte fenêtre et c'est à ce moment-là que l'œuf doit être là, il doit être au contact de l'endomètre pour ensuite pouvoir s'implanter. Et cet œuf-là, il doit être aussi au stade de blastocyste éclos. Alors, ce stade de blastocyste éclos, ça correspond en fait à jour 6. C'est au moment où la zone pellucide du coup n'est plus là. Faut vraiment, voilà, c'est comme je l'ai dit, c'est une membrane qui entoure l'œuf, on va représenter ça comme ça, et elle se déchire à force, et le blastocyste sort, donc c'est le blastocyste éclos, et c'est à ce moment-là qu'il va pouvoir aller au contact de l'endomètre, puisque comme on l'a vu avant, la zone pellucide protégeait l'œuf pour pas qu'il adhère dans la trompe. Est-ce que ça va? Si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas, parce que là on va rentrer dans tout ce que l'endomètre, l'endomètre se prépare, etc. Si vous voulez que je ralentisse ou que je revienne en arrière, n'hésitez surtout pas. Alors, je vous ai mis une petite définition de ce que c'est un endomètre, même si je pense que vous avez compris, c'est la muqueuse qui tapisse la cavité utérine. Et cet endomètre il subit des modifications cycliques
au cours du cycle menstruel sous l'effet des hormones ovariennes, l'œstrogène et la progestérone. Et tout ça, c'est le cycle utérin. Donc là, on va rentrer dans les détails. Donc il faut bien retenir que c'est l'œstrogène et la progestérone qui permettent toutes ces modifications. Vous verrez qu'elles ont des rôles, qu'ils ont des rôles très importants. On va en reparler après. Donc cet endomètre, il a 3 phases. Les modifications au cours du cycle utérin, on peut les séparer en 3 phases. Donc tout d'abord la période de la desquamation, donc de jour 1 vers jour 3-4, c'est la période des règles. Donc, voilà. Elle est liée à la chute brutale des œstrogènes et de la progestérone à la fin du cycle précédent. Pardon. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que à la fin du cycle, si jamais il n'y a pas de grossesse, le taux d'œstrogène et de progestérone va chuter, ce qui va provoquer un arrêt de la vascularisation de l'endomètre, et du coup, il va nécroser, et c'est comme ça, évidemment, il va être éliminé, et c'est pour ça qu'on a nos règles, du coup. Et du coup, ensuite, il va falloir qu'il se régénère et qu'il prolifère, donc c'est de jour 4 à jour 14. Alors, cette régénération et cette prolifération, elle se fait à partir d'une couche résiduelle et uniquement sous l'effet des œstrogènes. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est surtout que l'endomètre, il ne tombe pas entièrement. Il ne tombe pas. Il n'est pas éliminé entièrement. Il reste une couche qu'on appelle couche résiduelle, et c'est à partir de celle-ci qu'il va pouvoir se régénérer, et ce sera uniquement sous l'effet de l'œstrogène et pas de la progestérone. Donc ça peut être des pièges aussi, on peut vous mélanger un peu les hormones, vous verrez qu'après, elles ont encore d'autres rôles importants, et du coup, c'est vraiment important de retenir que c'est uniquement grâce à l'œstrogène. On va avoir une régénération progressive. Ah oui, pardon, ok, je vais aller un peu plus loin. Alors, on va avoir une régénération progressive de l'épithélium de surface et une régénération progressive des glandes endométriales et un allongement des vaisseaux. Donc en fait, là, je vous ai juste mis une petite liste de ce qui va être du coup régénéré, de ce qui va pendant cette période de jour 4 à jour 14. Mais du coup, à la fin de cette phase, l'endomètre, il atteint son épaisseur maximale. C'est vraiment à la fin de cette période, il s'est reformé entièrement et il est très vascularisé puisqu'il y a eu un allongement des vaisseaux et que, etc. En fait, l'allongement des vaisseaux, c'est juste les artères qui reviennent, etc. Mais oui, n'hésitez pas à me dire si je vais trop vite ou quoi, parce que je ne me rends pas trop compte, mais n'hésitez pas. Donc ensuite, on va avoir la phase sécrétoire. C'est la plus importante, puisque c'est à ce moment-là qu'il va y avoir le contact entre l'œuf et l'endomètre. Donc ça se passe de jour 15 à jour 28. Ah oui, oui, du coup, à cette phase, pendant la régénération et la prolifération, l'œstrogène réaugmente pour permettre du coup cette régénération et cette prolifération. Parce que évidemment, à la fin, il n'y en avait plus. Donc oui, je ne sais pas si normalement, quand vous verrez un peu tout ce qui est les ovaires, etc. Je crois qu'il y a un cours en embryo comme ça, il y a des cours comme ça. Vous verrez, il y a une sorte de graphique qui représente un peu ça, le moment où. Enfin, moi, je me souvenais que j'avais un graphique qui représentait le moment où l'œstrogène il est plus là, puis il remonte, etc. Je sais plus quel cours c'est exactement, mais il me semble que j'en avais vu un comme ça. Donc oui, là, l'œstrogène il réaugmente pendant la phase de régénération-prolifération pour permettre à l'endomètre de se régénérer. Et pendant cette phase sécrétoire, ce qui se passe, c'est que l'endomètre va se transformer. Donc là, ce mot il est différent. Là, il va plus se régénérer, il va vraiment juste se transformer. Ah, c'est en SP11? Ouais, peut-être, oui. C'est vrai, c'est peut-être en SP11. Je me souviens plus exactement, mais c'est peut-être en SP11. Mais du coup, au moins, vous l'aurez retenu là pour maintenant. Et pendant cette phase sécrétoire, ce sera uniquement sous l'action de l'œstrogène. Et cette fois-ci, il y a également la progestérone. Donc là, c'est bon, elle est là aussi. Et du coup, il faut vraiment réussir à séparer ces deux phases, puisqu'au début, il n'y a que l'œstrogène, et là, il y a les deux hormones. Et du coup, toutes les transformations qu'il va y avoir pendant cette phase sécrétoire, on a d'abord les glandes endométriales, que je vous rappelle, elles s'étaient régénérées juste avant. Ah bah parfait, voilà. Donc si vous n'avez pas vu le graphe, il est à page 56 du poly de la fac. Donc moi, j'ai pas le poly sur moi, mais si jamais vous voulez regarder après ou à la rentrée, peu importe, il est à la page 56. Ouais, c'est bien, merci de l'avoir dit. Et du coup, ces glandes endométriales, elles deviennent beaucoup plus nombreuses, beaucoup plus sinueuses. Et ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont commencer à synthétiser du glycogène. Vous verrez que le glycogène, il a un rôle extrêmement important pour la suite. Et c'est à ce moment-là qu'elles commencent du coup à le synthétiser, donc pendant la phase sécrétoire.
On a également les artères qui se développent et qui prennent le nom du coup d'artères spiralées. Voilà. Mais ce qui est important vraiment à retenir au niveau des transformations qui se font pendant la phase sécrétoire. On en reparlera encore un peu après de l'endomètre pendant cette phase parce que c'est vraiment la phase la plus importante euh, pour ce qui est pour ce qui est des semaines, puisque c'est là où l'œuf va rencontrer l'endomètre. Il se passe également aussi, ah oui c'est vrai, il se passe tout ça aussi. Il se passe donc à jour 21 du cycle menstruel, on observe au niveau du chorion un œdème important. Alors un œdème, c'est tout simplement le tissu qui va être infiltré par du liquide. Donc à jour 21, on aura cet œdème. Et à partir de jour 22, il apparaîtra la réaction déciduale. Alors, la réaction déciduale, on en reparlera encore après, un petit peu. Mais c'est simplement les fibroblastes qui vont qui vont, comment dire, aspirer, on va dire ça, tout le glycogène qui sera synthétisé par les glandes endométriales. Donc, ça s'appelle la réaction déciduale. Elle a une période limitée, elle aussi, mais j'en reparlerai un petit peu après. Et à la fin du cycle menstruel, on va avoir différentes situations s'il y a grossesse ou non. Donc, soit il n'y a pas de grossesse et là, on a les règles, la déformation. Soit il y a grossesse et du coup, là, l'œuf, il synthétise une hormone, c'est l'HCG. Alors, cet HCG va permettre en fait de maintenir le corps jaune. C'est le corps jaune, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui synthétise, qui permet la sécrétion et du coup permet de maintenir le taux d'œstrogène et de progestérone. Donc, en synthétisant cette hormone, le corps jaune va rester et du coup, comme il y aura toujours de l'œstrogène et de la progestérone, il n'y aura pas les règles. Donc c'est pour ça, c'est grâce à cette hormone qu'on... Oui, alors, juste je finis ça. Du coup, c'est grâce à cette hormone qu'il n'y a pas les règles et que l'œuf va pouvoir s'implanter et qu'il va pouvoir avoir la grossesse par la suite. Qu'il va pouvoir avoir la grossesse. Cette hormone, c'est d'ailleurs elle qu'on peut doser dans le sang. Donc, c'est à partir de la deuxième semaine, ça, mais je vous dirai quand on fera la deuxième semaine juste après, mais c'est vrai que c'est grâce à cette hormone-là, et notamment à sa sous-unité bêta. Je vous l'expliquerai un peu après, mais c'est la bêta-HCG qu'on va doser dans le sang, et c'est grâce à cette hormone qu'on va pouvoir savoir si oui ou non on est enceinte ou pas. Donc, elle a une grande importance. Et du coup, alors, la réaction déciduale, oui, c'était où? Je sais même plus. Oui, ah, c'est juste là aussi. La réaction. Alors non, pour les tests de grossesse, c'est les urines. Donc ça, c'est vraiment dans le sang. Je suis pas sûre que ce soit pour le test de grossesse. Je sais que c'est grâce aux prises de sang qu'on peut vérifier le taux d'hormones de la bêta-HCG. Après, pour la grossesse, pour le test de grossesse, c'est par l'urine. Alors je crois pas qu'on puisse... Enfin, je suis pas sûre. Je ne voudrais pas dire de bêtises, je suis pas sûre que ce soit grâce à ça. Vous pouvez rechercher si vous voulez, mais bon, c'est pas... Si je l'ai pas dans mon cours, c'est pas important. Et puis c'est pas vraiment le plus important, ça. Ouais, voilà, c'est peut-être ça. Elle est là dans les urines, mais c'est bon, à certains jours ou pas très fort, ça doit être un truc comme ça. Du coup, la réaction déciduale, en fait, je vous l'expliquerai un peu après, mais c'est une période qui dure soit de jour 22 à jour 28, ou soit jusqu'à la fin de la grossesse. C'est un moment donné où les fibroblastes qui sont du coup dans le chorion qui a l'œdème, etc., vont juste au-dessus, le chorion, il a des fibroblastes qui vont se gorger, j'ai envie de dire, en glycogène, le glycogène qui est synthétisé par les glandes endométriales, qui sont présentes aussi du coup dans l'endomètre. Et disons que c'est aussi pour permettre encore une fois des conditions propices à l'implantation de l'œuf en fait. C'est une réaction c'est la réaction décisionnelle, elle est importante puisque ça va permettre à l'œuf de pouvoir, comment expliquer, l'œuf va pouvoir, ça va être mieux pour que l'œuf puisse s'implanter en fait. Mais je réexpliquerai ça un petit peu après, donc si jamais tu n'as toujours pas compris quand j'en reparlerai, tu me dis. Et j'essaierai de chercher bien dans mon cours pour ressortir la phrase au pire. Mais parce que là, c'est... Ouais, j'en reparlerai un petit peu après. C'est juste après. Cette implantation, du coup, pour s'implanter, l'œuf, vous l'avez déjà dit, mais il doit se débarrasser de la zone pellucide. Sinon, évidemment, il n'est pas au stade de blastocyste éclos. Non, c'est bon, ok, super. Euh, Sinon, évidemment, s'il y a toujours la zone pellucide, il ne peut pas s'implanter. Donc ça se passe à jour 6. Et du coup, le trophoblaste, il se trouve au contact du milieu extérieur. C'est vraiment lui qui va aller directement au contact de l'endomètre. Et c'est d'ailleurs à jour 6
qu'il y a le premier contact direct entre le trophoblast et l'endomètre. Et ce qu'il faut surtout retenir, c'est que ça se fera toujours au niveau du pôle embryonnaire. Donc, ce pôle embryonnaire, je ne sais pas, vous vous en souvenez de l'image, mais c'est l'endroit. Ok, bon, on va y revenir ici. C'est pas grave, je suis désolée, mon wifi a planté. Donc, du coup, c'est bon, tout va bien, tout va bien. Le déroulement de l'implantation. Du coup, pour s'implanter, l'œuf, il doit se débarrasser de sa zone pellucide. Donc, c'est le stade de blastocyste éclos, puisque, on l'a vu, vous l'avez déjà expliqué, la zone pellucide, elle l'empêche d'adhérer. Et du coup, il faut absolument qu'il en soit débarrassé. Et c'est à ce moment-là, du coup, le trophoblaste, il va se retrouver au contact du milieu extérieur. Puisqu'il n'y a plus la zone pellucide, c'est lui qui va être directement au contact du milieu extérieur, et c'est notamment lui qui va permettre l'adhésion de l'œuf. Il va permettre en fait du coup l'adhésion de l'œuf, on le verra un peu plus tard, il aura un rôle très important. Et en fait, c'est à jour 6 qu'il va y avoir le premier contact direct entre le trophoblaste et l'endomètre. Ce qui est surtout très important à retenir, c'est que ce contact il se fera toujours au pôle embryonnaire. C'est-à-dire que le trophoblaste, et notamment le enfin, non, c'est ça, pardon, je suis perdue, du coup, je vous l'avais expliqué, mais du coup, non, personne n'a entendu. Mais du coup, oui, ce contact il se fera toujours au pôle embryonnaire, donc c'était au niveau de la masse cellulaire interne. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la photo, mais c'était exactement au niveau de la masse cellulaire interne, c'est le pôle embryonnaire, et c'est là que du coup le trophoblaste va, va rencontrer l'endomètre. C'est vraiment toujours à ce niveau-là, c'est important de le retenir. Et c'est à partir de jour 7 qu'il y aura du coup la fixation de l'œuf à l'endomètre. Donc, à partir de jour 7, il va se passer plein de choses, du coup, et c'est là que ça devient aussi très important de bien retenir les différents termes et les différents rôles de chaque territoire présentif. Donc, la fixation de l'œuf, elle sera permise grâce à certaines cellules du trophoblaste. Ces trophoblastes, il va se modifier en deux compartiments. Soit il va se modifier en syncytiotrophoblaste, soit en cytotrophoblast. Et c'est le syncytiotrophoblast qui va permettre l'ancrage et du coup la fixation de l'œuf à l'endomètre, puisque c'est lui qui a un caractère invasif. Donc voilà, il faut bien retenir que le trophoblaste, à jour 7, il se modifie en deux compartiments, et c'est un de ces deux compartiments qui sera responsable de la fixation de l'œuf à l'endomètre, de par ses caractéristiques. Mais ne vous inquiétez pas, on les reverra bien en détail, parce qu'ils ont tous les deux des rôles très importants. Et à jour 7, on a également du coup une autre modification importante, c'est la masse cellulaire interne qui elle aussi va s'organiser en deux feuillets. Donc le feuillet superficiel, l'épiblaste, et le feuillet profond, l'hypoblaste. Donc pareil, eux, ils vont avoir aussi un rôle très important, mais un peu plus tard, c'est surtout pour la deuxième semaine. Là, pour l'instant, c'est juste, ça commence. Ils commencent à s'organiser, ils commencent à se développer, etc. Ah non, 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 c'est pas pareil. Alors, on m'a posé la question. Le pôle embryonnaire, c'est pareil que le pôle apical. Non, l'œuf n'a pas vraiment de. Enfin, on peut pas vraiment dire un pôle apical ou un pôle basal parce que, ben, non, non, c'est pas pareil. Le pôle embryonnaire, c'est là où c'est pas pareil. C'est là où il va aller contre l'endomètre. C'est là où les cellules sont poussées sur un côté, mais ça ne correspond pas au. Ah, la MCI, c'est la masse cellulaire interne. Attention, c'est interne, parce que ça peut faire confusion, c'est la masse cellulaire interne. Et du coup, non, le pôle embryonnaire, c'est pas du tout pareil que le pôle apical. Du coup, on va rentrer dans les caractéristiques de l'endomètre pendant cette période. Donc, c'est toujours la période de la phase sécrétoire. On est toujours pendant cette période, puisque si vous l'avez dit, c'est un peu la plus importante. Du coup, on aura la présence de pinopodes pendant de jour 20 à jour 22, et ils sont uniquement là sous la présence sous l'influence pardon, de la progestérone. Donc encore une fois, vous voyez ici, il n'y a qu'une seule des deux hormones qui est présente et qui sert en fait. Donc il faut bien retenir quel est le rôle de chacune et à quel moment elles interviennent. Et du coup, ces pinopodes, pour vous expliquer un peu, c'est juste, en fait, ça va être au niveau un bon. Alors, je vous donne la définition telle quelle. Si vous la comprenez pas, vous me le dites.
c'est un bombement du pôle apical des cellules épithéliales de l'endomètre. En fait, attendez, je peux essayer de le retrouver sur le cours pour la donner correctement. Donc c'est un bombement du pôle apical, ouais, c'est ça, des cellules épithéliales de l'endomètre. Donc c'est vraiment, vous voyez l'endomètre, vraiment il est comme ça, le pôle apical, un petit bombement, et ça c'est les pinopodes. Et ces pinopodes, ils vont avoir un rôle très important puisqu'ils vont en fait aspirer le liquide utérin, créant ainsi un courant qui va permettre du coup. Alors je sais pas, bah, peut-être, euh, peut-être oui. Bah oui, parce qu'en fait c'est vraiment, il faut voir ça comme des petites bosses comme ça qui sont au-dessus de l'endomètre. Oui, c'est ça. Et ils vont aspirer le liquide utérin et ça va créer un courant, ce qui va faciliter en fait le rapprochement entre l'œuf et l'endomètre. Donc ils sont très importants. Oui, ben voilà, ben c'est un très bon moyen mnémotechnique du coup. Retenez que les pinopodes, du coup, ça ressemble à des doigts. Parce que retenez ça comme ça. Et du coup, pendant cette période, il va y avoir une sécrétion de cadérine. Non, alors oui, il ne faut pas les confondre avec les villosités, mais ça ne se ressent, enfin, c'est quand même pas pareil. Ça se ressemble pas non plus. Mais du coup, là, il va y avoir une sécrétion de cadérine, puisque les cadérines vont avoir un rôle important dans l'adhésion. Et du coup, toutes ces caractéristiques, ça fait qu'on aura un épithélium beaucoup plus lâche, qui va permettre, du coup, comme il sera beaucoup plus souple, ça va faciliter la rencontre entre l'œuf et l'endomètre, toujours, hein, c'est toujours le même but. Et il faut retenir aussi qu'il y aura toujours le thème du chorion est toujours présent. Donc lui aussi, il est là pour faciliter tout ça. On va rentrer un peu plus en détail dans les différents rôles du trophoblaste. Puisque comme je vous l'ai dit, c'est un peu lui, pour l'instant, qui est vraiment le plus important. Donc d'abord, il va avoir un rôle dans l'adhésion, puisque c'est lui qui sécrète les cadérines. Il va avoir un rôle dans la fixation, comme on l'a vu juste avant, avec le syncytiotrophoblaste et son caractère invasif. Et enfin, on va avoir les deux rôles les plus importants, c'est l'invasion et la pénétration et la nutrition. Alors, ces deux rôles sont étroitement liés, puisqu'en fait, pour l'invasion-pénétration, pour moi, comment j'ai fait pour retenir, en fait, c'est que c'est le syncytiotrophoblaste. Déjà, il faut retenir que c'est lui. C'est le syncytiotrophoblaste qui va synthétiser des enzymes protéolytiques qui vont permettre toujours au syncytiotrophoblaste, hein, c'est toujours lui qui permet ça, de dégrader les constituants de l'endomètre. En fait, moi, je voyais vraiment euh, le syncytiotrophoblaste, je le voyais un peu comme s'il creusait en fait dans l'endomètre. Il faut vraiment visualiser une image un peu comme ça, où il creuse dans l'endomètre, ce qui permet du coup son invasion et la pénétration complète après de l'œuf. Et pourquoi est-ce que c'est lié avec la nutrition? Puisque tous ces éléments de l'endomètre qu'il aura dégradés, ils vont pas être perdus, non, en fait, c'est qu'il va les garder pour ensuite servir d'éléments nutritionnels pour l'œuf. Puisque je vous rappelle que le trophoblaste, c'est le futur placenta, et que du coup, c'est lui qui va avoir le rôle de nourrir l'œuf, etc. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, ces deux rôles, c'est les plus importants, parce qu'il va vraiment permettre deux actions essentielles, donc vraiment de rentrer, d'envahir cet endomètre, et ensuite de permettre la nutrition de l'œuf. Donc tout ça, c'est le syncytiotrophoblaste. Attention, c'est pas le cytotrophoblast, c'est le syncytiotrophoblaste. Il faut vraiment arriver à séparer tous ces éléments. C'est vraiment la clé pour réussir correctement, pour réussir bien toutes ces semaines, etc. Et tout l'embryo finalement aussi. Le trophoblast, il va également être à l'origine de la sécrétion de l'HCG. C'est lui aussi qui synthétise cette hormone. Cette hormone, elle est formée du coup de deux sous-unités. Donc, comme je vous l'avais dit juste avant, on a l'alpha et la bêta. Donc, pour l'alpha, elle a une structure proche de la LH et en fait, son rôle à elle, c'est de maintenir le corps jaune. Donc, c'est grâce à elle que le corps jaune va être maintenu et que du coup, le taux d'œstrogène et de progestérone aussi, et qu'il n'y aura pas les règles. Et la bêta, c'est grâce à elle, du coup, qu'on va pouvoir savoir si on est enceinte, si on fait du coup une prise de sang ou comme on a fait le test de grossesse, si jamais un peu, enfin, il y a des périodes définies, etc. Mais c'est grâce à cette bêta HCG qu'on peut savoir si on est enceinte ou pas. Donc c'est important vraiment de séparer ces deux sous-unités et de ne pas les confondre, puisqu'elles n'ont pas du tout le même rôle. Et d'ailleurs, la bêta, elle est vraiment spécifique de l'HCG. Elle est vraiment spécifique, alors que l'alpha, elle a une structure proche de la LH, et bon, voilà, elle sert à faire autre chose, etc. Du coup, c'est vraiment la bêta qui est spécifique et qui est très importante pour savoir si on est enceinte ou pas. Pendant toute cette semaine, du coup, ce qui va se passer, c'est que l'œuf
comment il se fait accepter par la mère? Puisqu'il faut retenir que cet œuf implanté, c'est une greffe, on va dire, semi-compatible, parce qu'on a d'un côté les antigènes de la mère, donc là tout va bien, avec l'œuf, mais on a du côté aussi les antigènes du père, de par le spermatozoïde, et lui, du coup, normalement, ce qui se passe, c'est que le corps devrait essayer d'éliminer cet intrus. Sauf que le trophoblaste, comme vous voyez, c'est toujours lui qui fait des choses, il produit un antigène particulier, c'est l'antigène HALA-G. Donc il faut bien retenir son nom, même si je me souviens vraiment pas qu'ils aient un jour posé des questions là-dessus, mais au cas où, retenez-le. C'est le HLA, pardon, G. Et c'est le trophoblaste qui le produit. Durant toute cette semaine, il peut également y avoir des anomalies. Donc d'abord, on a des anomalies du développement. Donc c'est au tout début, donc c'est même avant l'implantation, du coup là, il y a juste un avortement très précoce et la mère n'aura même jamais su qu'elle était enceinte. Les causes, elles peuvent être, donc il peut y avoir deux types de causes, soit des anomalies chromosomiques, c'est dans 90% des cas, soit des facteurs externes, dans simplement 10% des cas. Donc, anomalie chromosomique, c'est vraiment si jamais vous avez 3 chromosomes et que c'est pas possible que l'œuf se développe, par exemple, hein, ou un seul chromosome, etc. Et les facteurs externes, ça peut être si jamais vous avez fait des radios, etc., les radiations. Bon, facteurs externes, voilà, c'est plus rare. Comme vous voyez, c'est bien plus rare. Mais ça peut correspondre voilà, à des radiations ou juste l'œuf qui ne veut pas s'implanter, ça arrive aussi, voilà. On peut avoir aussi des anomalies de l'implantation. Donc il arrive que l'implantation, c'est ce que je vous avais dit un peu avant, c'est qu'elle peut se faire à l'extérieur de l'utérus, donc les grossesses extra-utérines, GEU. Et ces grossesses, elles ne sont pas si rares, puisqu'elles représentent 1 à 2% des grossesses. Les causes, donc comme on l'a vu un peu avant, ça peut être des obstacles dans la lumière tubaire. Si la lumière elle n'est pas entièrement libre, et ben l'œuf il peut se bloquer, et du coup lui il va continuer à se développer, puisque il va continuer à se développer, il va pouvoir s'implanter. Ce qui, du coup, voilà. Et je vous ai mis entre parenthèses, la salpingite, c'est une infection qui est responsable aussi de nombreuses grossesses extra-utérines, puisqu'elle bloque du coup l'œuf pendant sa migration. Et les risques, bon, bah, c'est la rupture de la paroi tubaire, et notamment quand il évolue, sauf que les trompes ne sont pas faites pour ça, donc elles vont finir par se rompre. Et il peut y avoir du coup des hémorragies majeures qui peuvent malheureusement aussi conduire au décès de la mère. Des fois, ça peut arriver que l'hémorragie soit trop importante, et c'est pour ça que c'est dangereux, les grossesses extra-utérines, pas que parce que du coup tu perds l'enfant, c'est aussi parce que les hémorragies peuvent tuer la mère. On peut avoir également, pour finir, des anomalies de la segmentation. Donc là, il faut repartir au moment où on était avec les blastomères, donc dans les 4 premiers jours, enfin dans les tout premiers jours. Et là, on peut avoir des séparations complètes de ces blastomères, ce qui formera des jumeaux monozygotes, donc ça veut dire des vrais jumeaux. Donc les deux œufs, l'œuf il va se séparer en 2 œufs, ils vont évoluer indépendamment l'un de l'autre, ce qui formera des jumeaux, voilà. Mais il peut y avoir également des séparations incomplètes, et là, ça forme des siamois. Alors, c'est extrêmement rare, évidemment, mais ça arrive. Et du coup, ça forme des siamois où vous voyez à quoi ils ressemblent. Du coup, voilà, c'est les deux types d'anomalies de segmentation qu'il peut y avoir pendant la première semaine. Donc là, c'est la deuxième semaine. Alors, si jamais vous avez des questions, si vous voulez que je revienne un peu en arrière pour la première semaine, vous me dites. Sachant que la deuxième semaine est très courte, puisque c'est vraiment la plus courte en termes, enfin dans mon cours elle fait que 4 pages par exemple, donc elle est vraiment très courte. Ça ira vite, c'est bien parce que je sais pas quelle heure il est. Ouais, je vais un peu me dépêcher parce que sinon on n'aura pas le temps de faire les QCM à la fin. Mais du coup, si vous avez une question, n'hésitez pas, je reviendrai même pendant la deuxième semaine. Si vous avez une question pour la première, je reviendrai, c'est pas un problème. Du coup, pour cette deuxième semaine, donc la deuxième semaine, c'est la semaine de la nidation. Du coup, cette nidation, elle est fondamentale pour que l'œuf puisse progresser et se nourrir, évidemment. Donc, elle dure de la fin de la première semaine jusqu'à la fin de la deuxième semaine. C'est important, vraiment, c'est de la fin de la première à la fin de la deuxième. C'est important à retenir. Il va y avoir différents événements, du coup, là c'est du côté de l'œuf, on verra après du côté de la mère également. Mais du côté de l'œuf, on va avoir un développement important du trophoblaste, qui, comme c'est lui qui est vraiment en contact direct avec l'endomètre,
c'est vraiment lui le support des rapports entre l'organisme maternel et l'œuf. C'est vraiment lui qui va permettre tous ces échanges, puisque notamment après il devient le placenta. Et on aura également la formation de la cavité amniotique. Donc elle apparaît au début, vraiment au tout début de la 2e semaine. Cette cavité amniotique, au début, elle est vraiment toute petite et ensuite elle va grossir et après, vous savez qu'elle va complètement entourer l'œuf. Et c'est une fois que cette cavité amniotique apparaît que on a déjà vu que la masse cellulaire interne, donc le MCI, elle avait déjà évolué avec l'épiblaste et l'hypoblaste, donc ces deux feuillets superficiels et profonds. Mais c'est au moment où la cavité amniotique apparaît qu'on va pouvoir appeler l'embryon un disque didermique. Donc c'est pas compliqué, c'est vraiment juste un disque en 2D, puisqu'après il deviendra un embryon tridermique, donc en 3D, et après ça deviendra juste un embryon, etc., etc. Mais en 2e semaine, c'est vraiment en 2e semaine, on l'appelle disque didermique. C'est important aussi à retenir que c'est vraiment à partir du moment où la cavité amniotique apparaît qu'on l'appelle comme ça. Du côté maternel, du coup, donc c'est du jour 22 au jour 28 du cycle menstruel. Donc c'est toujours bien de savoir, de se rappeler quelles dates sont pour le côté maternel et quelles dates sont du côté de l'œuf. Il faut vraiment arriver à discerner les deux. Donc au niveau des ovaires, il y a forcément la synthèse d'oestrogène et de progestérone pour continuer, pour pas qu'il y ait les règles en fait, parce que l'œuf n'est pas encore complètement implanté, donc il ne faut pas qu'il y ait les règles évidemment. De toute façon, les règles ne sont pas appris parce que les oestrogènes et le progestérone continuent à être synthétisés tout le long. Et au niveau de l'endomètre, du coup, vous voyez les dates, donc il est en phase sécrétoire. Et donc là, on aura encore la présence de la réaction déciduale, et cette réaction déciduale, soit s'il n'y a pas de grossesse, elle se termine à jour 28, voilà, forcément, dès qu'on recommence tout, mais sinon, elle se continuera jusqu'à la fin de la grossesse. Et du coup, c'est une période au cours de laquelle l'œuf est particulièrement sensible aux agressions extérieures, puisqu'il n'est toujours pas bien implanté. Mais c'est une période aussi où il est très difficile de savoir que tu es enceinte. En fait, si jamais tu fais une prise de sang, en 2e semaine, tu peux savoir que tu es enceinte. Juste avec la prise de sang, avec les urines, ça marcherait pas encore, je pense. Mais début de 2e semaine, etc., tu peux faire une prise de sang. Mais du coup, c'est une période où il faut vraiment faire attention. Mais quand tu sais pas que tu es enceinte, forcément, c'est un peu compliqué, ce qui est assez paradoxal, puisque l'œuf est très sensible à ce moment-là. Pour cette 2e semaine, on va la diviser en 3 périodes, donc le début, le milieu et l'évolution jusqu'à la fin de la 2e semaine. Donc le début, on a l'endomètre en phase sécrétoire. Alors je voulais vous expliquer un peu mieux comment il était en phase sécrétoire, donc quelles sont ses caractéristiques vraiment. Donc on a les artères spiralées, on a de nombreuses glandes endométriales qui synthétisent du glycogène et de nombreuses cellules déciduales. Donc vraiment voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que l'endomètre en phase sécrétoire, il ressemble à ça. Et c'est essentiel qu'il ressemble à ça, sinon il ne pourrait pas y avoir l'implantation et l'anidation, etc. Donc, pour le cytotrophoblast, en ce début de semaine, lui, il n'a toujours pas évolué, donc c'est toujours une assise de cellules génératrices du syncytotrophoblast, donc lui, il n'a toujours pas évolué. Par contre, le syncytotrophoblast, c'est une masse cellulaire multinucléée et présente uniquement au pôle embryonnaire de l'œuf. Donc, comme je vous l'avais dit, c'est le pôle embryonnaire de l'œuf. C'est à ce niveau-là que le premier contact, un jour 6, se fait entre l'œuf et l'endomètre. Donc, comme c'est le syncytotrophoblast qui permet vraiment l'invasion et la pénétration de l'œuf, il est évidemment situé à ce niveau-là. Mais il est vraiment là, pour l'instant, il est uniquement au niveau du pôle embryonnaire. C'est important de retenir qu'à ce moment-là, il est uniquement ici. Alors, on va aussi un peu voir pour ce qui en est de l'épiblaste et de l'hypoblaste. Donc, à l'intérieur de l'œuf, on trouve l'épiblaste, l'hypoblaste, qui surplombent la cavité de segmentation. Donc, je pense que vous vous rappelez du schéma, encore une fois. Et là, c'est vraiment important, c'est un peu compliqué, c'est plus compliqué, je pense. Alors, on va voir l'apparition de l'amnios et de la cavité amniotique. Pour vous expliquer avec des mots un peu mieux, en gros, c'est l'épiblaste, il va proliférer, et ces cellules qui vont proliférer, elles vont prendre le nom de l'amnios. L'amnios et l'épiblaste sont toujours en contact, et ensemble, ils vont délimiter la cavité amniotique, qui sera remplie évidemment de liquide amniotique. Donc, l'épiblaste, le feuillet superficiel, qui va du coup proliférer. L'amnios, qui sont du coup, c'est le nom des cellules de l'épiblaste qui prolifèrent, et ensemble, ils délimitent la cavité amniotique.
Ensuite, au début, évidemment, elle est toute petite, mais ensuite, ça va évoluer jusqu'à ce que ça va prendre, évidemment, tout l'embryon. Et l'œuf et après l'embryon et le fœtus vont baigner du coup dans la cavité amniotique et le liquide amniotique. Mais c'est du coup, il faut vraiment retenir que c'est à partir de l'épiblaste. N'hésitez surtout pas à m'arrêter, oui, si jamais vous avez des questions, si je vais encore trop vite, peut-être, je sais pas. Mais c'est vrai qu'il faut que je me dépêche un peu, sinon on ne pourra pas terminer et tout. Ce serait un peu bête, parce qu'on est vraiment à la fin. Du coup, pour ce qui est du milieu de la semaine, ça démarre à partir de jour 10, on va dire. Et l'œuf, il est pratiquement enchâssé dans l'endomètre. Ça y est, il est presque. Il y a toujours une brèche, évidemment, on voit toujours une brèche de cet endomètre, mais elle est colmatée par un caillot fibrileux. Pour ça, c'est un détail, mais c'est toujours important de connaître ça. Pour l'épiblaste, en ce jour 10, il est toujours en continuité avec la myose. Lui, il n'a pas changé, donc lui, il est toujours en continuité avec la myose et il délimite ensemble toujours la cavité amniotique. Mais cette fois-ci, c'est l'hypoblaste qui va changer puisque lui aussi, il va proliférer et va permettre la formation de la membrane de Heuser. Alors, et ensuite, ensemble, ils vont délimiter une nouvelle cavité, la vésicule vitine primitive. Donc en fait, c'est le même principe que l'épiblaste, sauf que cette fois-ci, c'est le feuillet profond. Lui aussi, il va proliférer et il va permettre la formation de la membrane de Heuser. Donc pareil, et ensemble, ils vont délimiter une cavité, c'est la vésicule vitine primitive. Donc il faut bien séparer l'épiblaste et l'hypoblaste parce que même si les deux vont proliférer et vont former une cavité ensemble, même s'ils vont former une cavité, c'est pas du tout la même chose et il faut bien séparer les termes et ce qu'ils font puisque ça peut être des pièges qui peuvent venir aussi. On vous dit que c'est l'épiblaste qui fait par exemple la membrane de Heuser, enfin qui forme la membrane de Heuser, etc. Donc ça peut être des pièges ça aussi. C'est pas très compliqué, hein, mais c'est toujours important de bien connaître. Les annexes trophoblastiques, donc le trophoblaste lui aussi il évolue particulièrement, donc le syncytiotrophoblaste. Lui il va continuer son expansion et du coup il entoure presque totalement l'œuf, donc il n'est plus simplement au niveau du pôle embryonnaire. Là, au milieu de la deuxième semaine, ça y est, il commence à presque entourer totalement l'œuf. Et à ce moment-là, au milieu de la deuxième semaine, on note l'apparition de lacunes. Alors ces lacunes, elles vont être très importantes, notamment pour la semaine 3 et la semaine 4, vous le verrez après du coup. Mais elles apparaissent au milieu de la deuxième semaine. C'est important vraiment de savoir quand est-ce qu'elles apparaissent. Pour le cytotrophoblaste, lui aussi, ça y est, il va bien évoluer. Du coup, parce que lui, il va avoir une activité mitotique majeure et il va être à l'origine de la formation du magma réticulé. Alors, ce magma réticulé, en fait, ces cellules du magma réticulé, ce sont des fibroblastes, mais on les appelle des mésoblastes. Voilà, je vous avouerai que je ne sais pas pourquoi on les appelle comme ça, mais c'est important de retenir qu'à la base, c'est des fibroblastes qu'on appelle mésoblastes. Ce magma réticulé, il aura une grande importance notamment pour les semaines d'après. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que, alors, pour vous imaginer un peu où est-ce qu'il se trouve, on a le cytotrophoblast, on a du coup l'œuf, et on a l'embryon et le cytotrophoblast, en fait, il est entre les deux. Ensuite, il va venir et il va complètement remplir la cavité de segmentation qui va disparaître. Donc, si vous vous rappelez, vous irez peut-être voir si vous voulez après l'image que je vous ai mis au tout début du blastocyste. Il faut imaginer qu'on a du coup la masse cellulaire interne, le trophoblast du coup autour, et à l'intérieur, du coup, au milieu de la deuxième semaine, la cavité de segmentation, elle n'est plus là, elle est remplie par le magma réticulé. Donc, ce magma réticulé, vous entendrez parler beaucoup en troisième semaine, puisqu'il a un rôle très important après, mais pour l'instant, du coup, vous avez compris d'où est-ce qu'il vient. J'espère que vous avez bien compris, j'ai bien expliqué. Puisqu'on arrive du coup à la fin de cette deuxième semaine, avec du coup l'achèvement de l'anidation, c'est à la fin de la deuxième semaine que du coup l'anidation est achevée et que là, l'épithélium utérin il est totalement reconstitué, donc on ne voit même plus la brèche. Pour ce qui est du syncytiotrophoblaste, en fin de semaine, ça y est, il a totalement entouré l'œuf. Donc il n'est plus juste au pôle, il est vraiment de partout, ça y est, il a totalement entouré. Et les lacunes, elles augmentent de taille, mais surtout elles vont communiquer entre elles. Voilà, c'est important de retenir, c'est à ce moment-là, elles apparaissent au milieu et à la fin, elles arrivent à communiquer entre elles. Pour ce qui est de l'embryon, il est toujours didermique, mais c'est sa taille qui augmente. Elles augmentent du coup, elle passe de jour 10, l'embryon fait 0,4 mm à jour 10.
et 2 mm à jour 14. Donc il a vraiment beaucoup augmenté dans cette deuxième semaine. Pour la deuxième semaine, on a également des anomalies qui peuvent se produire. Donc toujours les anomalies de développement. Donc il peut y avoir avortement très précoce, puisque c'est comme dans la première semaine en fait. Les causes sont les mêmes, ça peut être des anomalies chromosomiques ou un facteur externe. Mais pareil, la mère ne saura pas qu'elle a été enceinte puisque l'œuf, c'est avant qu'il s'implante correctement, donc elle ne pourra pas savoir. Et il peut y avoir des anomalies aussi de division du disque embryonnaire. Alors, c'est-à-dire que, je vais passer ça pour mieux vous l'expliquer ici, on peut avoir deux types de grossesse gémellaires. Donc soit c'est les jumeaux monozygotes, donc les vrais jumeaux, soit les jumeaux dizygotes, les faux jumeaux. Donc c'est 30%, dans 30% des cas pour les premiers et 70% des cas pour les seconds. Donc pour les jumeaux monozygotes, on a forcément un seul œuf mais qui va donner deux fœtus. Donc soit on est en cours de la première semaine et du coup les blastomères ils se séparent et ça va donner du coup, ce qui est important à retenir, c'est qu'il y aura du coup deux cavités amniotiques. Donc ce sera des vrais jumeaux mais ils auront chacun fait leur propre cavité. Ils auront chacun leur propre cavité. Oui, pardon, CA. Et par contre, si c'est en deuxième semaine, donc si jamais ils se séparent si jamais le disque embryonnaire se sépare au cours de la deuxième semaine, ils n'auront qu'une seule cavité amniotique. Parce que, comme vous l'avez dit au tout début, la cavité amniotique, elle apparaît le tout début de la deuxième semaine. Donc une fois qu'il est engagé en deuxième semaine, en tous les cas, il n'en aura qu'une seule. C'est pour ça que dans le cas où il y a des faux jumeaux, il y a deux œufs fécondés par deux spermatozoïdes différents et du coup, il y aura forcément deux cavités amniotiques. Mais on peut du coup, si jamais la séparation se fait en première semaine, il y aura deux cavités amniotiques. C'est pour ça que des fois, on ne peut pas savoir si c'est des vrais ou des faux jumeaux, il faut attendre puisque il peut y avoir deux cavités amniotiques dans les deux cas en fait, suivant si c'est en première semaine ou pas. J'espère que c'est assez clair, normalement, j'espère. Si vous avez des questions, si vous n'avez pas compris ce que j'ai expliqué, vous me dites. Et du coup, voilà, alors là, normalement, le cours, il est fini. Donc, je vous ai fait un QCM pour chaque semaine. Alors, évidemment, vu qu'on vient de voir le cours, euh, c'est pas très compliqué. Alors, par contre, il est 15 heures, donc je sais pas. Je vais vous le lire et je vais vous les faire, directement parce que sinon on n'aura pas le temps. Donc, les items, c'est le jour 4 correspond au stade morula. Le trophoblast s'organise en deux compartiments, l'épiblast et l'hypoblast. C, la desquamation correspond à la période des règles. D, l'implantation commence à la fin de la première semaine et se finit au début de la deuxième semaine. E, les grossesses extra-utérines tubaires concernent 1 à 2% des grossesses. Donc, du coup, les réponses, je sais pas s'il faut que je fasse comme ça, c'est qu'il est 15 heures, du coup, bon. Écoutez, si jamais vous voulez pas les faire, au pire, faites-moi le son et puis vous les ferez plus tard tout seul. Mais du coup, la A, elle est vraie. La B, c'est le trophoblast qui s'organise en deux compartiments, mais c'est le cytotrophoblast et le syncytiotrophoblast, et pas l'épiblast et l'hypoblast. C, la desquamation, elle correspond bien à la période des règles. D, l'implantation, elle commence à la fin de la première semaine, mais elle se termine à la fin de la première semaine. Et E, elle est vraie. Donc ça, c'était pour la première semaine. Alors, demain, vous aurez des QCM et ils seront un peu plus compliqués. Et puis surtout, là où vous venez de voir le cours, alors évidemment que c'est pas... ça paraît facile. Normalement, si vous m'avez écouté, normalement, vous devrez répondre ça assez facilement. Donc le deuxième QCM, c'est pour la deuxième semaine. Donc A, on considère que l'embryon est un disque tridermique. B, il est possible d'effectuer un diagnostic de grossesse. C, à jour 8, il y a apparition de la cavité amniotique à partir des cellules de l'hypoblast. D, à jour 10, l'hypoblast permet la formation de la membrane de Hauser. Et E, les lacunes deviennent communicantes à jour 14. Alors, ce qu'ils aiment bien faire, voilà, je vous l'avais dit, ce qu'ils aiment bien faire comme piège, c'est vraiment par rapport au jour. Ils vont vous mettre des faux jours ou quoi. C'est aussi vous piéger dans les termes, vous mélanger différents termes. Mais ce qu'ils aiment bien aussi faire, c'est mettre, par exemple, voilà, pareil que là, la question serait la même. Ce serait pour la deuxième semaine et vous mettre différents événements et vous dire est-ce que ces événements ont lieu pendant la deuxième semaine. Donc, je vous ai pas fait des trucs comme ça, moi, parce que je pense qu'il faut bien connaître le cours pour pouvoir correctement répondre à ça. Et surtout que vous n'avez pas vu encore la semaine 3 et 4, donc les pièges seraient inutiles. Mais ils aiment bien faire des listes comme ça avec des événements qui se passent dans les 4 semaines mélangées et vous dire lesquels appartiennent à quelle semaine.
Donc voilà, après les pièges en embryo, ils sont pas non plus très très compliqués. C'est pas la matière la plus compliquée, je trouve. Enfin, c'est ce que je trouve en tout cas. Donc du coup, pour finir vite fait, les réponses, c'est que A, donc c'est faux puisque c'est un disque didermique. B, elle est vraie. C, alors c'est les cellules de l'épiblaste et pas de l'hypoblaste. Donc D, elle est vraie, c'est bien un jour 10. Et E, les lacunes deviennent bien communicantes à jour 14. Voilà, c'était pas très compliqué comme vous avez pu le voir. Hein, c'était vraiment des petits QCM juste pour vous mettre dans le bain et pour vous rappeler pour demain surtout, pour que vous puissiez voir un peu à quoi peuvent ressembler les questions. Donc voilà, moi j'ai fini du coup mes 2 premières semaines. Du coup, il est un peu plus de 15 heures, donc je vais laisser ma place à celui qui me suit, à Elian. Et puis du coup, alors attends, diagnostic, c'est la fin de la 2e semaine. Diagnostic, c'est pendant la 2e semaine, oui. C'est écrit quoi? Un diagnostic de grossesse. En fait, il y a écrit 2e semaine, donc oui, pendant la 2e semaine, on peut faire le diagnostic de grossesse. Après, pendant la fin ou pas, non, c'est n'importe quand dans la 2e semaine, quoi. Voilà, donc je vais vous laisser. Bon courage et bon courage pour cette fin de pré-rentrée. Bon courage pour les QCM de demain et pour la rentrée ensuite. Et, euh, et puis vous stressez pas, surtout. L'embryo, surtout, bon, c'est pas très compliqué, je pense que vous vous en souvenez. Mais du coup, voilà, je vais vous laisser. Bon courage. Salut, alors déjà, est-ce que tout le monde m'entend bien? D'accord, donc si pendant un moment vous avez un souci, vous n'hésitez pas à le signaler, comme ça vous n'êtes pas trop perdu pendant le cours. Donc moi, je suis Elian, j'entre en 2e année de pharmacie et je vais vous présenter les semaines 3 et 4 qui sont, euh, à mon sens, un peu plus compliquées que les 2 premières parce qu'il y a beaucoup de termes dont vous avez pas l'habitude de voir ailleurs et qu'il faut absolument pas mélanger parce que si vous mélangez un terme et l'autre, eh ben, c'est comme ça que vous tombez dans les pièges. Donc, on commence par la 3e semaine qui va être une semaine importante puisque ça va être la semaine de la gastrulation. Donc, la gastrulation, c'est le passage d'un embryon qui a 2 feuillets à un embryon qui a 3 feuillets. Donc, on va avoir le feuillet superficiel qui va être l'ectoblaste, le feuillet intermédiaire qui va être le mésoblaste intra-embryonnaire et le feuillet profond qui va être l'entoblaste. Donc, à la fin de ce phénomène de gastrulation, l'embryon qui était didermique va devenir un embryon tridermique. Donc, on va commencer à ce qui se passe chez la mère. Donc, la 3e semaine correspond à la 5e semaine d'aménorrhée. Donc, l'aménorrhée persiste, c'est le premier signe clinique de grossesse. Il peut exister aussi d'autres signes inconstants comme vomissements, nausées, mais ce n'est pas chez tout le monde. On peut diagnostiquer la grossesse en faisant un dosage du bêta-HCG dans le sang. C'est la première semaine où on peut commencer à faire un dosage de bêta-HCG dans les urines. Et enfin, on peut diagnostiquer la grossesse par échographie puisque le diamètre de l'œuf fait 15 mm. Donc, il commence à être visible en échographie. Donc voilà, sur ce schéma, vous voyez bien le sac ovulaire qui est dans l'utérus. Et ça va être à partir de ce moment-là que les villosités choriales vont se développer. Donc chez l'œuf, on va avoir une nécessité d'augmenter les échanges entre donc l'œuf et la mère. C'est pour ça qu'il va y avoir des formations de villosités choriales dites en doigts de gant de cytotrophoblastes. Cependant, ces villosités sont insuffisantes, ce qui va nécessiter la formation d'une circulation extra-embryonnaire qui va être faite à partir du mésoblaste extra-embryonnaire. Donc c'est pour ça qu'on va avoir chez l'œuf la présence de vaisseaux extra-embryonnaires, comme les vaisseaux choriaux qui vont donner les vaisseaux placentaires, les vaisseaux villositaires qui vont également donner les vaisseaux placentaires,
et les vaisseaux ombilicaux qui vont faire le lien entre l'embryon et le trophoblaste. Chez l'œuf, pendant la 3e semaine, on va également observer la mise en place de 3 axes, l'axe céphalo-caudal, l'axe dorso-ventral et l'axe droite-gauche. Et enfin, un autre élément important pendant cette semaine, c'est le phénomène d'induction cordale. Donc on va commencer par le début de la 3e semaine avec les annexes. Donc le trophoblaste va donner les villosités choriales primaires. Donc les villosités choriales primaires, ce sont des expansions en doigt de gant du cytotrophoblaste vers le syncytiotrophoblaste au pôle embryonnaire. Donc si vous avez bien retenu tout à l'heure, vous savez où se placer le pôle embryonnaire. Et enfin, les artères spiralées de l'utérus vont s'éroder, ce qui va entraîner l'apparition de sang maternel dans les lacunes du syncytiotrophoblaste. Donc toujours au niveau des annexes, le magma réticulé va donner le mésoblaste extra-embryonnaire, c'est ce que vous voyez MEE, mésoblaste extra-embryonnaire, à partir de 4 contingents de cellules. Donc le premier contingent va se placer le long du cytotrophoblaste, qui va donner donc le mésoblaste extra-embryonnaire de la lame choriale. Le deuxième contingent de cellules va se placer le long de l'amnios, ce qui va donner la somatopleure extra-embryonnaire. Le troisième contingent va se placer le long de la vésicule vitelline, ce qui va donner la splanchnopleur extra-embryonnaire. Et les cellules qui restent du magma réticulé vont se regrouper à un pôle de l'œuf et vont donner le pédicule embryonnaire. Donc, la mise en place du mésoblaste extra-embryonnaire va permettre la création d'une nouvelle qualité des cavités qui est le cœlome embryonnaire, extra-embryonnaire. Donc, il est aussi important de retenir que l'ensemble lame choriale, cytotrophoblaste, syncytiotrophoblaste, ça donne ce qu'on appelle le chorion. Le chorion qui est donc le futur placenta de l'embryon. Donc là, vous voyez un schéma. Donc vous retrouvez au centre l'épiblaste et l'hypoblaste. Vous avez ici le syncytiotrophoblaste qui va se placer ici tout autour, en marron. Vous avez le cytotrophoblaste en blanc. Et vous voyez ici les villosités qui sont en doigt de gant. Donc c'est des villosités de cytotrophoblaste à l'intérieur du syncytiotrophoblaste. Donc on voit que c'est uniquement ici au pôle embryonnaire. On voit également la mise en place de sang maternel dans les lacunes de syncytiotrophoblaste après l'érosion des artères spiralées. Et on va avoir donc la mise en place du mésoblaste extra-embryonnaire tout autour, qui va permettre la formation ici du cœlome extra-embryonnaire. Et enfin, vous voyez ici le pédicule embryonnaire à partir des cellules qui restaient, le 4e contingent de cellules. Alors, pour l'instant, tout va bien, vous suivez. Si jamais vous avez une question, n'hésitez pas à l'écrire. Comme ça, je peux y répondre avant de passer trop de diapos. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va passer à l'embryon. Donc, on va avoir l'apparition de la ligne primitive, qui est réellement le premier signe de la gastrulation. Donc, cette ligne primitive qui va être un sillon dans le plan axial, qui va naître dans la région caudale et se propager dans la région céphalique. C'est le lieu d'incorporation des cellules de l'épiblaste. Donc, vous voyez ici, vous avez cette ligne primitive au centre qui commence en région postérieure au caudal et qui va se propager vers la région céphalique. Et c'est ce qu'on va voir plus tard, que les cellules vont s'incorporer dans cette ligne primitive à partir de l'épiblaste. Donc on va le voir juste ici. On retrouve ici l'épiblaste, avec les cellules de l'épiblaste, et la ligne primitive au centre. Donc vous voyez que ces cellules vont s'incorporer à l'intérieur, elles vont rentrer à l'intérieur, et puis elles vont se décaler
sur les côtés. Donc ça va donner, elles partent de l'épiblaste, elles vont à l'intérieur, elles vont d'abord former l'hypoblaste ici en orange. Ensuite, elles vont former l'entoblaste au centre et les cellules restantes vont former l'ectoblaste à partir de l'épiblaste. C'est clair pour tout le monde? D'accord. Donc, s'il n'y a pas de questions à partir de ça, on va continuer. Donc, vous voyez que le feuillet profond qui est l'entoblaste va entourer la vésicule vitelline primaire qui est ici en bas, qui va donc devenir vésicule vitelline secondaire. Le mésoblaste intra-embryonnaire est en continuité avec le mésoblaste extra-embryonnaire, lui-même constitué par la somatopleure extra-embryonnaire au-dessus, ici, et la splanchnopleur extra-embryonnaire en dessous. Pareil de l'autre côté, somatopleure, splanchnopleur. Et enfin, le feuillet superficiel, qui est l'ectoblaste, va être en continuité avec l'amnios au-dessus ici. On arrive au milieu de la 3e semaine, donc à peu près à J17, J18. On reprend les annexes. Donc les villosités choriales vont devoir augmenter de longueur et se ramifier puisque les besoins de l'œuf et de l'embryon vont être de plus en plus importants. Donc on va avoir l'apparition de villosités choriales secondaires qui sont constituées de syncytiotrophoblastes et de cytotrophoblastes toujours, avec une particularité, c'est qu'elles vont avoir un axe central de mésoblastes extra-embryonnaires. C'est ce qui définit les villosités choriales secondaires. Donc au niveau de l'embryon, on va être à J17, on va avoir la poursuite de la gastrulation. Donc la gastrulation qu'on a vue tout à l'heure continue. On va avoir l'apparition du nœud de Hensen qui va permettre la mise en place du matériel cordal. Donc il va être une étape très très importante de cette 3e semaine. Et enfin, on va avoir un accolement entre ectoblaste et entoblaste, donc feuillet le plus profond, feuillet le plus superficiel, pour donner les membranes pharyngiennes au niveau de la région céphalique et la membrane cloacale au niveau de la région caudale. Donc, sur ce schéma, vous voyez qu'on retrouve les 3 feuillets au centre. On va retrouver la somatopleure ici, la splanchnopleur en bas, qui va entourer la vésicule vitelline. Et on va avoir ici le nœud de Hensen au centre. Donc, ce nœud de Hensen va se trouver à l'extrémité de la ligne primitive qui est ici. Et au niveau du nœud de Hensen, les cellules vont plonger vers la profondeur et ensuite elles vont se diriger vers l'extrémité céphalique ou antérieure. Donc, au niveau du nœud de Hensen, les cellules vont plonger et se diriger vers l'extrémité céphalique. Et enfin, on va voir ici, il y a un accolement entre l'entoblaste et l'ectoblaste pour donner la membrane cloacale et ici pour donner la membrane pharyngienne. Alors cette fois-ci à J18, on va avoir la formation des lames latérales qui proviennent d'un clivage du mésoblaste intra-embryonnaire, ce qui va conduire à la formation des somatopleures intra-embryonnaires et splanchnopleurs intra-embryonnaires. Donc là, c'est un exemple de 2 termes à ne surtout pas confondre entre, par exemple, somatopleure intra-embryonnaire et somatopleure extra-embryonnaire. Il faut bien faire la différence entre les deux, et pareil pour splanchnopleur. On va avoir une continuité entre somatopleure intra-embryonnaire, somatopleure extra-embryonnaire, ainsi qu'une continuité entre splanchnopleur intra-embryonnaire, splanchnopleur extra-embryonnaire,
Et tout ça va former la formation du cœlome intra-embryonnaire, lui-même en continuité avec le cœlome extra-embryonnaire. Est-ce que jusque-là, vous suivez? En fait, le plus simple, c'est de retenir que toutes les somatopleurs, AJ18 en tout cas, sont en continuité, toutes les splanchnopleurs également, et les deux cœlomes sont en continuité, AJ18. Donc bien retenir, comme l'a dit Chloé, les jours, c'est important, on peut vous faire des pièges dessus. Alors, AJ18, on va voir aussi qu'il y a la formation des aires cardiogènes qui proviennent d'une condensation du mésoblaste intra-embryonnaire. Donc ces aires cardiogènes vont se placer en région céphalique, en avant de la membrane pharyngienne et dans l'épaisseur de la splanchnopleur intra-embryonnaire. On arrive à la fin de la 3e semaine. Tu peux montrer sur un schéma. Normalement, il y aura un autre schéma plus tard pour montrer. Je réexpliquerai quand il y aura le schéma. Donc, à la fin de la 3e semaine, donc au niveau de J20, au niveau des annexes, on va avoir l'apparition de vaisseaux extra-embryonnaires, toujours parce que l'œuf a besoin de plus en plus d'avoir de nutriments, etc. Donc, il va avoir besoin de faire des échanges avec la mère. Donc, il va y avoir des vaisseaux villositaires qui vont être un axe vasculaire dans le mésoblaste extra-embryonnaire, ce qui va conduire à l'apparition de villosités choriales tertiaires, qui vont être donc constituées comme les secondaires de syncytiotrophoblastes, cytotrophoblastes, mésoblastes extra-embryonnaires, et leur particularité à elles, c'est cet axe vasculaire, qui est donc des vaisseaux villositaires. On va avoir également des vaisseaux choriaux, qui vont permettre la continuité entre vaisseaux villositaires et vaisseaux ombilicaux, et avec les vaisseaux villositaires, les vaisseaux choriaux vont former les vaisseaux placentaires. Et donc enfin les vaisseaux ombilicaux qui vont être donc un axe vasculaire entre le placenta, donc le chorion, et l'embryon. Donc ici on a encore un événement très très important de la 3e semaine, c'est la mise en place de la corde. Donc au niveau de J17, on va avoir un prolongement cordal qui va être le canal cordal. À J18, le plancher du canal cordal va s'effondrer, ce qui va donner un accolement de l'entoblaste. À J20, le toit du canal cordal va former la plaque cordale. Cette plaque cordale qui va subir un phénomène de plicature à J21 et former la corde, qui est donc un cylindre dans la région céphalique et caudale. Donc tous ces événements qui sont la formation de la corde à partir du canal cordal sont très très importants pour l'embryon. Alors cette corde va donner le phénomène d'induction cordale, donc elle influence extrêmement beaucoup les phénomènes d'évolution et de différenciation des tissus environnants. Donc c'est ainsi que l'ectoblaste, une partie de l'ectoblaste va devenir le neurectoblaste par un phénomène d'épaississement, et ce qui va former la plaque neurale. Cette plaque neurale qui, à la fin de la 3e semaine, va s'incurver pour donner la gouttière neurale, puis enfin le tube neural. La corde va influencer le mésoblaste intra-embryonnaire en faisant apparaître les somites, qui vont donner les vertèbres et les muscles, ainsi que les pièces intermédiaires, qui vont donner le cordon néphrogène et l'appareil urogénital. Donc, ici, on va avoir le schéma. Où on va retrouver la cavité amniotique avec la somatopleur extra-embryonnaire qui l'entoure. En dessous, la vésicule vitéline avec la splanchnopleur extra-embryonnaire qui l'entoure.
et autour, on va avoir le seulum extra-embryonnaire. Ici au centre, vous voyez qu'il y a somatopleure intra-embryonnaire en haut, splanchnopleur intra-embryonnaire en bas, avec cette cavité qui est en continuité avec l'autre, qui est le seulum intra-embryonnaire. Donc, on voit la plaque cordale qui va provoquer ici la formation du neurectoblaste qui va se transformer en gouttière neurale à la fin de la 3e semaine. Et enfin, ce qu'on vient de parler, il y a les somites et les pièces intermédiaires, donc qui vont donner les vertèbres, les muscles, etc. C'est quoi la différence entre somatopleure intra-embryonnaire et splanchnopleur intra-embryonnaire? C'est tout simplement que la somatopleure intra-embryonnaire, elle commence ici et elle finit là. Et la splanchnopleur, en fait, elle est en bas, elle commence ici et elle finit là. Donc ce qui est, par rapport à ce schéma, mais ce qui est en bas ici, c'est splanchnopleur. Ce qui est en haut, c'est somatopleure. C'est plus clair? Ok. Donc là, on est au niveau de la membrane pharyngienne. Donc on est dans une région qui est plus céphalique par rapport à l'embryon. On retrouve toujours les mêmes structures. Et la différence, c'est que ici, on va retrouver les îlocardiogènes et le mésoblaste qui n'est pas segmenté. Donc qui n'est pas segmenté en sommites et pièces intermédiaires. Alors, donc là, on va rentrer dans la 4e semaine. Est-ce que pour l'instant, vous avez des questions sur la 3e semaine? Eh bien, si vous avez des questions, posez-les. Les somites sont formés à partir de quoi? Donc, les somites sont formés à partir du mésoblaste intra-embryonnaire. Donc, vous avez ici le mésoblaste intra-embryonnaire qui va se segmenter sous l'influence de la corde pour donner les somites et les pièces intermédiaires. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à la 3e semaine? Alors, petite précision, vous voyez bien ici que les îlocardiogènes sont dans l'épaisseur ici de la splanchnopleur intra-embryonnaire. Donc la splanchnopleur, on rappelle, qui entoure la vésicule vitelline et intra-embryonnaire parce que c'est au niveau du mésoblaste intra-embryonnaire. Tu as bien dit MIE, oui, les somites et pièces intermédiaires sont faits à partir de l'influence de la corde sur le mésoblaste intra-embryonnaire. S'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir passer à la 4e semaine. Donc, on va reprendre les éléments essentiels au niveau de l'embryon. Au niveau des généralités, on verra ensuite l'embryon. Donc, la 4e semaine est une période très critique puisque c'est le début de l'organogénèse. Donc, l'organogénèse, c'est, si vous vous en souvenez, la création des différents organes, notamment l'encéphale et le cœur, qui sont les deux plus importants et les deux qui se forment au niveau de la 4e semaine. Donc, puisque c'est une période très critique, il faut faire extrêmement attention aux facteurs environnementaux, notamment les facteurs mutagènes ou tératogènes. Alors, chez la mère, on entre dans la 6e semaine d'aménorrhée. On a toujours des signes plus ou moins constants. On a toujours le dosage du bêta-HCG dans le sang et dans les urines qui est possible.
Et on a toujours possibilité de faire une échographie, puisque cette fois-ci, l'embryon fait 5 mm. Donc l'embryon en lui-même, c'est-à-dire les 3 feuillets. Tout à l'heure, c'était l'œuf qu'on pouvait voir en échographie. Maintenant, l'embryon en lui-même est assez grand pour pouvoir le voir. Donc du coup, là, on va voir au niveau de l'embryon. On a au niveau de la 4e semaine 4 éléments très importants. Donc le premier, c'est la neurulation, qui est la formation du tube neural, qui va donner l'encéphale et la moelle épinière. Ensuite, on va avoir la fermeture du corps, qui va donc passer d'un disque, alors il y a une erreur, c'est un disque tridermique à quelque chose qui est en 3 dimensions, et donc c'est avec un phénomène de double plicature. Donc on verra ces 2 plicatures. Ensuite, on va avoir donc l'organogénèse, très important, qui va mettre en place les organes sensoriels, donc principalement sur la face, les bourgeons des membres, le cœur, le système vasculaire et le tube digestif. Et enfin, au niveau des annexes, on va avoir l'apparition de ce qu'on appelle le chorion villeux. Donc on va avoir une vascularisation intra-embryonnaire plus la vascularisation extra-embryonnaire qui va conduire à une circulation fœtoplacentaire qui va rester plus ou moins la même jusqu'à la fin de la grossesse. Donc on commence par la neurulation. Donc là on est à cheval sur la 3e et la 4e semaine. On avait l'apparition de la gouttière neurale et des bourrelets médulaires à partir de la plaque neurale. Donc vous vous souvenez ici, on avait la corde qui influençait sur la plaque neurale et du coup elle va s'incurver. Donc elle va former une gouttière avec, au niveau de la jonction entre cette gouttière neurale et l'ectoblaste, il va y avoir ce qu'on appelle les bourrelets médulaires. Au niveau de J22, donc on est vraiment au début de la 4e semaine, ces 2 bourrelets médulaires vont se rapprocher jusqu'à fusionner. Ça va former le tube neural et donc la gouttière va être fermée. Enfin, il va rester quelques cellules neurectoblastiques qui proviennent des bourrelets médulaires qui vont former ce qu'on appelle les crêtes neurales. C'est ce que vous voyez sur la 3e image. Donc, vous voyez ici, on a une gouttière neurale. La fermeture va débuter à J22 au niveau de la région moyenne, donc c'est-à-dire plus ou moins au centre, et elle va se propager à la fois vers la région céphalique et vers la région caudale. Donc elle se propage vers les 2 endroits, vers les 2 extrémités. Le neuropore, donc l'extrémité du haut, le neuropore antérieur va se fermer au niveau du 24e jour, tandis que le neuropore postérieur va se fermer le 26e jour. Et donc on considère que la gouttière neurale est totalement fermée et que le tube neural est formé à partir du 28e jour, donc c'est-à-dire à la fin de la 4e semaine. La gouttière va donner le canal rachidien. Alors la gouttière neurale, c'est ce qu'on va voir juste après, va conduire à la formation à la fois de l'encéphale et de la moelle épinière. Donc sur ce schéma, vous voyez bien, ici on va avoir le tube neural qui va donc former ici, on va avoir 3 vésicules primitives qui vont conduire à la formation de l'encéphale, du cerveau. Et ensuite, ce qui reste jusqu'à l'extrémité caudale, ça va donner la moelle épinière. Et ici, vous retrouvez bien la corde. Vous allez retrouver ce qu'on verra tout à l'heure, le cœur, l'intestin primitif et toutes les autres structures qu'on a déjà placées. Donc, on va passer
à la fermeture du corps de l'embryon. Donc, on a dit que c'était un phénomène de double plicature. Donc, on va voir la première plicature qui est la plicature transversale. Cette plicature est due au développement important de la région dorsale, donc notamment des structures nerveuses, c'est ce qu'on vient de voir, des somites, de la cavité amniotique. Donc, les somites vont donner ce qu'on va appeler les dermomyotomes et les sclérotomes. La rencontre entre somatopleure intra-embryonnaire et somatopleure extra-embryonnaire va permettre la séparation des deux célomes, donc des deux cavités qui étaient jusque-là en continuité. Et enfin, cette plicature va permettre la formation des parois latérales et ventrales de l'embryon, ainsi que l'agrandissement de la cavité amniotique. Donc, sur ce schéma, on va retrouver quelques structures qu'on a déjà vues, notamment la cavité amniotique, la vésicule vitelline, le cœlome extra-embryonnaire, le cœlome intra-embryonnaire. On va retrouver ici la somatopleure extra-embryonnaire, la somatopleure intra-embryonnaire, splanchnopleur intra-embryonnaire, et enfin, qui entoure la vésicule vitelline, la splanchnopleur extra-embryonnaire. On retrouve également ici les somites qui vont se différencier en dermomyotomes et sclérotomes. Et là, on va retrouver la corde, la corde ici et le tube neural ici. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un accolement de cette partie-là avec cette partie-là, et pareil de l'autre côté, ce qui va fermer le cœlome intra-embryonnaire. Il va donc se retrouver séparé du cœlome extra-embryonnaire. Donc l'applicature transversale va former donc cette nouvelle cavité qui est le cœlome intra-embryonnaire, délimité par les lames latérales, la somatopleure intra-embryonnaire et la splanchnopleur intra-embryonnaire. Et ça va être, donc le cœlome intra-embryonnaire va être à l'origine de la cavité péricardo-pleuro-péritonéale, donc ce qui va ensuite se séparer pour donner à la fois le péricarde, la plèvre et le péritoine, avec la somatopleure qui va être le feuillet externe et la splanchnopleur qui va être le feuillet interne, puisque vous savez que toutes ces structures, péricarde, plèvre et péritoine, ont deux feuillets, à la fois le feuillet viscéral et le feuillet pariétal. Donc somatopleure va être le feuillet pariétal et splanchnopleur le feuillet viscéral. Et cette plicature transversale va également étrangler la vésicule vitelline, ce qui va conduire à la formation du tube digestif. Vous allez avoir un segment intra-embryonnaire qui va être l'intestin primitif. Au niveau de l'étranglement, on va appeler ça le canal vitellin. Et enfin, le segment extra-embryonnaire reste la vésicule vitelline qui va flotter dans le cœlome extra-embryonnaire. Vous voyez ici, au début, on a, en troisième semaine, on représente très schématiquement cet embryon comme une ligne. Et du fait de l'applicature transversale, ça va se courber, étrangler la vésicule vitelline. À l'intérieur de l'embryon, on va avoir l'intestin primitif. Au niveau ici de l'étranglement, le canal vitellin et la vésicule vitelline va rester dans le cœlome extra-embryonnaire. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si c'est clair jusque-là, on peut continuer. Il n'y a pas de problème? Donc, on va voir. Non? Non, il n'y a pas de problème? On va voir maintenant, donc on va essayer de récapituler cette plicature transversale. Donc,
ici, on est plutôt à la fin de l'applicature transversale. Donc, on retrouve toutes les structures qu'on a précédemment vues. Et la seule différence, ça va être que ici, on va avoir la fermeture du celome intra-embryonnaire, qui est donc séparée du celome extra-embryonnaire. Ça a donc pincé ou étranglé ici la vésicule vitelline, avec une partie qui est restée à l'intérieur, qui va donner l'intestin moyen. Et ici, au niveau de l'étranglement, le canal vitellin. Donc on voit aussi ici voilà, les somites qui vont migrer pour donner les dermomyotomes et les sclérotomes. Et enfin, ce qui est important de comprendre aussi, c'est que par la seule plicature transversale, l'embryon est refermé, mais entre guillemets à moitié. C'est-à-dire qu'il va rester au milieu une grande brèche, puisqu'il n'a pu se refermer que sur un côté. Donc c'est ce on va comprendre ça tout à l'heure avec la seconde plicature, ça va être plus simple. Et ensuite, là, on arrive donc vraiment à la fin, à la toute fin, au niveau du 28e jour, où là, vous voyez bien que ça a été totalement refermé. La cavité amniotique entoure totalement l'embryon. Donc les deux bords ont fusionné. Le celome intra-embryonnaire est totalement séparé du celome extra-embryonnaire. Ici, on va retrouver ce qu'on va voir tout à l'heure, ça va être donc ici le tube digestif. Là, on va avoir donc la future cavité péritonéale. Et ici, si vous avez quelques souvenirs de l'UE5, ça va être le mésentère, donc qui est l'endroit où les feuillets viscéraux et pariétaux se rejoignent. Alors, on va passer à la seconde plicature, qui est la plicature céphalocodale. Donc cette plicature céphalocodale est induite, elle, par le développement de la cavité amniotique qui est accentuée par le développement des aires cardiogènes et du nœud rectoblaste. Donc c'est parce que la cavité amniotique se développe grandement et parce qu'il y a aussi un gros développement des aires cardiogènes et du nœud rectoblaste que l'applicature céphalocodale va pouvoir se faire. Donc cette plicature céphalocodale va entraîner une bascule céphalique très très importante. Donc la partie céphalique de l'embryon va basculer en avant donc d'une manière très importante, ce qui va conduire à l'intériorisation des aires cardiogènes. Donc vous imaginez, au début ça se retrouve sur un même plan. Si la tête bascule, tout ce qui est en haut, ça va se retrouver à l'intérieur. Donc les aires cardiogènes et la membrane pharyngienne, qui étaient plutôt en haut de l'embryon, vont se retrouver intériorisées. Et de l'autre côté, on va avoir la bascule caudale qui est moindre et qui va conduire à l'intériorisation de la membrane caudale, cloacale. Donc cela va avoir plusieurs conséquences, donc notamment en région céphalique où on va avoir l'encéphale qui est en position la plus céphalique, la membrane pharyngienne qui va se placer en position ventrale et va donner la future bouche, le cœur qui va se placer en position ventrale et thoracique. Au niveau de la région caudale, on va avoir la membrane cloacale qui plus tard donnera la membrane anale. Et au niveau de l'intestin, donc à partir de l'extrémité céphalique jusqu'à l'extrémité caudale, on va retrouver l'intestin pharyngien, puis l'intestin moyen, puis l'intestin postérieur. Donc ici, vous avez un schéma qui va montrer l'applicature céphalocodale. Donc ici, à droite, vous avez l'extrémité céphalique, à gauche, vous avez l'extrémité caudale. On voit bien la cavité amniotique qui s'est
beaucoup développé, qui prend beaucoup de place. On retrouve ici le neuroectoblaste, donc il fait le tube neural, la corde, le cœur ici. Et donc du fait que l'embryon va se plier entre guillemets sur lui-même, on va avoir le cœur qui va se retrouver intériorisé, comme ici la membrane pharyngée, la membrane cloacale. On va avoir aussi l'intestin qui est ici pharyngien, l'intestin moyen au niveau du canal vitellin et l'intestin postérieur avec une petite structure qui est également à retenir, c'est l'allantoïde qui va s'allonger au niveau du pédicule embryonnaire. Ici, on retrouve donc ici le neuropore antérieur, ici le neuropore postérieur, la vésicule vitelline, le pédicule embryonnaire, le cœur, les somites. Et donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que pendant l'applicature céphalocodale va se former l'apparition des premiers arcs branchiaux ici, ou arc pharyngé, c'est synonyme, arc branchial, arc pharyngé, c'est la même chose. Donc, vous voyez, c'est à J24. Donc, ce qui est aussi important de comprendre, c'est qu'il n'y a pas d'abord une plicature puis l'autre. Les deux plicatures se font plus ou moins en même temps. On les détaille parce que c'est plus simple à comprendre, mais tout se passe plus ou moins en même temps. Enfin, ici, on est plus tard, donc 28e jour, fin de la 4e semaine. On retrouve toujours vésicule vitelline, pédicule embryonnaire, cœur. Ici, les somites, donc qui vous voyez se différencient plus ou moins en futures vertèbres. Et au moment de la plicature céphalocodale, on va avoir l'apparition ici de la placode auditive, de la placode optique, et on va avoir également la placode visuelle qui n'est pas représentée ici. Les arcs pharyngés augmentent. Tout à l'heure, on n'en avait que 2. Maintenant, on en voit 4. Et enfin, on commence à voir l'apparition des bourgeons des membres. Donc ici, les membres supérieurs et ici, les membres inférieurs. Donc, à la fin de la 4e semaine, le corps de l'embryon va se retrouver fermé. On va avoir la formation du cordon ombilical constitué de splanchnopleurs extra-embryonnaires, ce qui va former la brèche ventrale. Donc, tout à l'heure, on voyait ici, entre l'extrémité droite-gauche, que ça se pliait sur lui-même. Et cette fois-ci, c'est pareil, entre l'extrémité caudale et l'extrémité crâniale et ici l'extrémité caudale, ce qui va donner encore un étranglement de la vésicule vitelline. Donc elle s'est retrouvée étranglée d'un côté, étranglée de l'autre. Ça va former le cordon ombilical. Est-ce que vous avez des questions sur les plicatures? Ou on peut passer à la suite? Il n'y a pas de questions? Tout est clair pour tout le monde? Alors, donc si vous avez tout compris, c'est très bien. On va passer à l'organogénèse. Donc, le point de départ, c'est J18. J18, ça correspond à l'apparition des aires cardiogènes. Donc ici, on retrouve la ligne primitive, le nœud de Hensen, qu'on avait vu tout à l'heure, et on va avoir ici les angioblastes qui vont donner les aires cardiogènes. Donc, en premier lieu, ils vont apparaître au niveau des extrémités latérales, donc ici et là.
Et puis, petit à petit, ils vont entourer la plaque neurale jusqu'à former comme ceci un arc. Donc, ces angioblastes vont ensuite former ce qu'on va appeler le plexus vasculaire, qui va plus tard évoluer en le cœur et les vaisseaux. Donc, à J19, les angioblastes vont se différencier en cellules endothéliales qui vont former le cordon angioblastique. Donc, on va avoir 4 cordons angioblastiques. Ici, on va avoir les 2 qui sont les plus à l'extérieur, qui vont être les tubes endocardiques présomptifs, ici gauche, ici droit. Et enfin, les 2 qui sont le plus à l'intérieur vont être l'aorte dorsale présomptive gauche et l'aorte dorsale présomptive droite. Ces 4 cordons angioblastiques vont ensuite se relier plus ou moins entre eux et former ce qu'on va appeler le plexus angioblastique. Ici, vous voyez encore un schéma. Donc, on retrouve cavité amniotique, somatopleur extra-embryonnaire, somatopleur intra-embryonnaire. Vous voyez ici, donc on retrouve également le reste, vésicule vitelline, etc. Vous voyez ici, on est avant l'applicature transversale. Celome extra-embryonnaire et celome intra-embryonnaire sont toujours en continuité. Ce qu'il faut qu'on retienne ici, c'est que on retrouve les tubes cardiaques primitifs droite et gauche, ici et là. Et ce qu'on va observer, c'est que les deux plicatures, à la fois transversales et caudales, vont permettre le regroupement de ces deux tubes. Donc l'applicature transversale va vous imaginez bien que celui-ci va passer au centre, celui-ci au centre, et donc ils vont se retrouver à côté. Et l'applicature céphalocaudale va faire qu'on passe le cœur, donc se retrouve d'une extrémité céphalique, il va passer à une position plutôt ventrale thoracique. Et donc toujours au niveau du phénomène de plicature, on va avoir la formation de la cavité péricardique, comme tout à l'heure, à partir du celome intra-embryonnaire avec le feuillet pariétal qui va être la somatopleure intra-embryonnaire et le feuillet viscéral, la splanchnopleur intra-embryonnaire. Jusqu'ici, c'est la même chose que tout à l'heure. Ensuite, on est un peu plus tard à J21. Donc là, on se place plus haut au niveau donc de la CI cardiaque. C'est pour ça qu'on voit plus la vésicule vitelline. Donc, l'applicature va toujours relier les deux extrémités ici. Les deux tubes cardiaques vont se rapprocher. Et c'est aussi parce qu'on est en position plus céphalique que vous voyez qu'ici, il n'y a pas de séparation entre sommites ou pièces intermédiaires. Ici, le mésoblaste n'est pas séparé. Là, on se situe à la fin de l'applicature. Donc, vous voyez bien la cavité amniotique entoure toujours l'intégralité de l'embryon. On voit bien ici le celome intra-embryonnaire qui est totalement fermé, qui va former la future cavité péricardique. Ici, on va avoir le tube cardiaque unique qui est formé de la fusion entre les deux tubes cardiaques primitifs. Et enfin, ce qui est important de retenir ici, c'est les deux aortes primitives droite et gauche, pour l'instant, qui sont séparées. Alors, donc c'est à ça que ressemble le tube cardiaque à J21. On va retrouver des zones de dilatation et des zones de constriction. Donc, zone de dilatation, vous avez ici l'oreillette primitive, le ventricule primitif et le bulbe cardiaque. Et en zone de constriction, vous allez avoir
entre l'oreillette et le ventricule, le sillon atrioventriculaire, et entre le ventricule et le bulbe cardiaque, le sillon bulbo-ventriculaire. Donc ils sont ici et là. Il y a dans ce tube cardiaque une extrémité qui est dite afférente, donc c'est par là que le sang va arriver, c'est l'extrémité caudale, avec les deux sinus veineux, droite et gauche. Et vous avez l'extrémité efférente qui est l'extrémité céphalique, avec ici les deux aortes primitives. Donc, dans la formation de ce tube cardiaque, on va retrouver des inflexions, c'est-à-dire ça va un peu se tortiller dans tous les sens. Avec, si on reprend, on va prendre la zone atriale, c'est-à-dire l'oreillette. Elle va passer de tout en bas à remonter vers la partie céphalique dorsale droite. Donc au début, elle était là, elle remonte en partie céphalique, dorsale en arrière et à droite. Donc elle se retrouve ici. On va prendre la zone ventriculaire qui était au milieu, elle va basculer vers la partie caudale ventrale gauche et se retrouve ici. Et enfin, le bulbe cardiaque va fléchir vers la zone ventrale droite et se retrouver ici. Donc on voit bien que le ventricule primitif se retrouve à gauche, l'oreillette primitive se retrouve à droite. Donc sur le même schéma, on va voir que à l'extrémité caudale, on va avoir le tube cardiaque qui est donc le tube cardiaque ici qui est appendu au sinus veineux. On va avoir à l'extrémité céphalique le bulbe cardiaque qui va être relié aux premiers arcs aortiques, qui va donner le tronc artériel. Et il est important aussi de retenir que la paroi du tube cardiaque est formée de 4 couches qui sont endocarde, donc endocarde le plus à l'intérieur. Un peu plus à l'extérieur, on va avoir la gelée cardiaque qui est acellulaire, qui n'est pas constituée de cellules. Ensuite, on va avoir le myocarde. Et enfin, le plus à l'extérieur, l'épicarde. Un point très très important, c'est à J22 qu'apparaissent les premiers battements cardiaques. Donc on se rappelle, les premières cellules cardiaques apparaissaient à J18 et c'est à J22 qu'elles battent pour la première fois. Alors, ensuite on va avoir une évolution des vaisseaux. Donc les vaisseaux efférents, ceux qui sortent du tube cardiaque, on va avoir les deux aortes primitives, ici et là, qui vont être tout d'abord formés de 6 arcs aortiques qui, pour certains, ne seront que transitoires et qui vont dessiner les arcs branchiaux. Donc, c'est sur ces arcs aortiques que vont se calquer les arcs pharyngés, arcs branchiaux, c'est pareil. Ces arcs aortiques sont présents sous l'ectoblaste. Vous voyez plus tard que ces arcs aortiques vont donner les deux aortes dorsales, qui vont ensuite, par fusion, au niveau de J27 et J28, donner l'aorte définitive. Vous pouvez retenir aussi que la fusion commence en région caudale et puis remonte progressivement jusqu'en région céphalique. On va passer aux vaisseaux afférents, donc ceux qui vont revenir dans le tube cardiaque. On va avoir les deux veines paires et symétriques qui sont la cardinale antérieure, ici droite et gauche, et la cardinale postérieure, droite et gauche, qui vont se fusionner ici en veine cardinale commune droite et gauche, puis s'aboucher dans le sinus veineux, dans les sinus veineux droite et gauche, puis ensuite dans le tube cardiaque. Au niveau du sinus veineux, on va également retrouver les veines ombilicales et les veines vitellines, donc qui viennent respectivement du cordon ombilical et de la vésicule vitelline. Et enfin, pour l'évolution des vaisseaux, on va observer à la fin de la
4e semaine une connexion entre les vaisseaux intra-embryonnaires et les vaisseaux extra-embryonnaires. Donc, on a vu les vaisseaux intra-embryonnaires tout à l'heure. Maintenant, les vaisseaux extra-embryonnaires, donc, ils sont là dès la fin de la 3e semaine. On va avoir les artères et veines vitellines, les artères et veines villositaires, les artères et veines choriales, ainsi que les artères et veines ombilicales. Et donc, à la fin de la 4e semaine, ils vont se mettre en place pour former la circulation fœto-placentaire. Donc, c'est ce qu'on va voir ici sur ce schéma. Donc, si on part du tube cardiaque, on va voir ici que ça va passer dans les arcs aortiques pour aller dans l'aorte, puis ensuite soit dans l'artère vitelline, soit dans l'artère ombilicale. Excusez-moi pour le bruit. Donc ça va soit dans l'artère vitelline, soit dans l'artère ombilicale. Pour l'artère vitelline, ça vient dans le réseau vitellin, puis ça revient dans la veine vitelline. Pour l'artère ombilicale, ça va passer ici au niveau de la mère afin de s'enrichir en nutriments, en O2, etc. Il est important de retenir que le sang artériel est riche en CO2 et pauvre en O2, et le sang veineux est riche en O2, en oxygène, et pauvre en CO2. C'est l'inverse de notre grande circulation à nous. Donc là, pour l'embryon, le sang artériel riche en CO2, sang veineux riche en O2. Donc, on fait le chemin inverse, ça revient avec tous ses nutriments et tout son oxygène, ça prend la veine ombilicale, ça bouge ici dans le sinus veineux, idem pour la veine vitelline, idem pour la veine cardiale postérieure et la veine cardiale antérieure, puisque les régions de l'embryon ont quand même besoin de se faire vasculariser. Alors, on va prendre 5 minutes pour faire les QCM. Donc, on va faire comme tout à l'heure, je vais vous les lire et on va faire directement la correction. Si vous voulez les faire chez vous, ben, vous pouvez ne pas écouter ou voilà. Mais là, on va les faire. Donc, item A, c'est au cours de la gastrulation que le feuillet profond de l'embryon tridermique, l'ectoblaste, va se former. Item B, le nœud de Hansen apparaît au 18e jour de développement. Lors du 18e jour de développement, les aires cardiogènes se forment dans l'épaisseur de la planche Doppler intra-embryonnaire. Item D, le phénomène qui épaissit l'ectoblaste en neurectoblaste est l'induction cordale. Les villosités choriales tertiaires sont constituées entre autres d'un axe vasculaire. Donc là, on reprend item A, c'est faux, puisque le feuillet profond, ce n'est pas l'ectoblaste, mais l'ontoblaste. Donc c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Il faut absolument faire attention aux termes et ne surtout pas les mélanger. Item B, c'est faux. Le nœud de Hansen apparaît au 17e jour de développement. Donc exactement pareil, un piège très très récurrent, confondre les jours. Donc il faut faire très attention, quelle structure apparaît à quel jour, etc. Et enfin, C, D, E était vrai. On va faire rapidement le deuxième QCM. Donc, lors de la 4e semaine, seuls des signes biologiques sont décelables. Item B, c'est lors d'un phénomène de double plicature que l'embryon passe d'un disque à un élément en 3 dimensions. La fermeture de la gouttière neurale débute à l'extrémité caudale et s'étend vers l'extrémité céphalique. Durant la cardiogénèse, lors du 21e jour de développement, on peut observer un tube cardiaque formé de 2 dilatations et 3 constrictions. Bien que présentes dès le 18e jour de développement, les cellules cardiaques ne peuvent se contracter qu'à partir du 22e jour. Alors, item A, c'est faux, puisqu'on peut aussi voir des signes échographiques et des signes cliniques inconstants au niveau de la 4e semaine. Item B, c'est vrai. Donc, c'est double applicature avec l'applicature transversale, l'applicature céphalocaudale. Item C, c'est faux, puisque la fermeture de la gouttière neurale débute en région moyenne, à peu près au milieu de l'embryon, et progresse vers les 2 extrémités caudale et céphalique. Voilà, item D, c'est faux, puisque c'était l'inverse, c'est 3 dilatations, 2 constrictions.
Et item E, il est vrai, absolument vrai. C'est à retenir que même si elles ne sont pas présentes, même si elles sont présentes au 18e jour, elles ne peuvent pas se contracter avant le 22e. Est-ce que vous avez des questions? Vous avez tout compris? Donc voilà, ce qui est bien important, c'est surtout de ne pas mélanger les différents termes qui se ressemblent, intra-embryonnaire, extra-embryonnaire. Peux-tu répéter sur la circulation sanguine? Alors tout sur la circulation, ça risque d'être compliqué, mais est-ce qu'il y a un point en particulier qui t'a posé problème? L'inverse de notre circulation? Alors, en fait, c'est juste que chez le fœtus, le sang artériel, celui qui passe dans les artères, est riche en CO2. En fait, c'est assez simple à comprendre. Le sang artériel, c'est celui qui s'éloigne du cœur. Il passe dans les artères et s'éloigne du cœur. Donc, chez le fœtus, il a besoin d'éliminer tous ces déchets. Donc, ce qu'il va vouloir faire sortir de son corps, c'est notamment le CO2. Et à l'inverse, le sang veineux, c'est celui qui vient vers le cœur, donc dans cette situation qui vient vers le fœtus, donc il va être riche en O2 et en nutriments. C'est juste ça, c'est que le sang veineux qui vient vers l'embryon, il est riche en O2, et le sang artériel, il est riche en CO2, tandis que chez nous, eh bien, le sang artériel, il est riche en oxygène, et le sang veineux, il est riche en CO2. C'est plus clair? C'est juste sur la composition du sang. Après, la circulation, ça circule dans le même sens, entre guillemets. La plaque cordale, j'ai pas bien compris comment elle est formée. Alors, la plaque cordale, je ne sais pas si on va pouvoir revenir. Ici, non, avant. On va avoir un prolongement de la corde qui va donner le canal cordal. Ensuite, un effondrement du plancher du canal cordal qui va donner un accolement avec l'entoblaste. Et le toit du canal cordal accolé avec l'entoblaste va former cette plaque cordale qui, plus tard, formera la corde. C'est plus clair?